Radio Rec. It's on air. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Le plus important, c'est de prévenir le feu, c'est qu'il n'arrive pas à la forêt. De politique avec un petit T que par des raisons de défense de l'intérêt général. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Au revoir. Bonjour à tous et vous êtes bien sur Radio Rec dans l'émission Politiquement Incorrect. Nous sommes le vendredi 6 juin et nous sommes très heureux de vous y accueillir dans cette nouvelle émission qui va traiter premièrement de la nouvelle des 14 régions françaises qui ont fait tant débat et qui feront encore débat. Et ensuite une deuxième partie sur l'anti-américanisme. Alors on en débattra évidemment sur les questions du traité transatlantique, mais aussi sur la question de Barack Obama qui est aujourd'hui venu pour le 70e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Avec moi ce soir pour débattre de tous ces sujets, j'accueille un revenant. Ça y est, l'Australie est parmi nous, il est revenu. Et j'accueille aujourd'hui ce soir Monsieur Hugo Pichon. Bonjour. Bonjour Marc, mais je te rappelle quand même que j'étais là il y a 2 semaines. Ah bah mince alors, bon bah tant pis pour moi. Avec moi à ta droite Vincent et Baptiste, je mets les deux en même temps parce que les deux partiront l'année prochaine en Turquie, hein. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Baptiste qui est très fatigué comme d'habitude. Et ensuite Maxime, donc notre monsieur Soral. Je sais que tu prétends pas être Soral mais je te le dis quand même. Bon, Comment ça va Maxime? Bah ça va. Ça va tranquille. La même coupe de cheveux en tout cas. La même coupe de cheveux avec les lunettes aussi avec un style un petit peu soralien mais bon. Donc on m'évalue sur la base de... Ça veut dire que tout ce que tu vas dire dire n'a aucun crédit, c'est ça que ça veut dire, voilà. Tant pis pour toi. Alors on commence avec ce premier débat qui fait tumulte en France. Les 14 régions de François Hollande, de cette nouvelle carte administrative des régions. Alors on sait aujourd'hui que la France est un des pays où on a un millefeuille territorial important. Est-ce que ça s'inscrit dans des logiques européennes ou non? On va voir et je pense que Maxime a des choses à dire là-dessus. Je sais que l'Europe te tient forcément à cœur. Alors on a en tout cas des régions, on passe de 22 à 14 régions. Ça fait énormément débat, notamment... La carte qui ramène le nombre de régions métropolitaines de 22 à 14 a été discutée donc jusqu'au dernier moment en France. Hein, et une fois dévoilée, la carte de l'Élysée n'a pas manqué de faire réagir. On l'a vu tout au long des chaînes qui tournent tout le temps comme Maxime les aime. Donc le statu quo en Bretagne et en Pays de la Loire fait débat. Le président du PS du Conseil régional de Picardie s'est dit très surpris en tout cas de la volonté de faire fusionner sa région et la Champagne-Ardenne. Fusionner Poitou-Charentes, a-t-il dit, avec le centre et le Limousin, c'est un mariage forcé, estime donc Dominique Bussereau, président de l'UMP. Du Conseil général de Charente-Maritime. Bref, le découpage de l'Élysée fait de nombreux mécontents. Alors, première analyse, que penser de ces nouvelles régions? Et je vois Hugo qui plisse un petit peu les yeux, donc je vais t'interroger. Voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ces nouvelles régions? Est-ce que on est dans les logiques européennes ou non? Non, je plissais plutôt les yeux pour la dénomination de Dominique Bussereau, parce que c'était un peu flou. Mais sur le nouveau redécoupage, bon, il y a des choses qui sont plutôt bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Je dirais que l'idée d'un redécoupage est bon. Après le redécoupage qui est fait, de toute façon, il y aura toujours des débats, il y aura toujours des gens qui seront mécontents d'être attachés avec d'autres. Il y a toujours des intérêts derrière. On parle de barons locaux, etc. Donc voilà, c'est un débat sans fin. Quand on regarde rapidement la carte, on voit des régions toutes petites, comme Nord-Pas-de-Calais, qui est le fief de Martine Aubry, et des régions ultra grosses comme c'était Poitou-Charentes, Centre, et le troisième je me rappelle plus, Limousin. Voilà, cette ultra grosse région. Voilà. Et donc il y a un gros décalage à ce niveau-là. Pourquoi on assemble certaines régions, pourquoi on n'en assemble pas d'autres? Je trouve aussi assez peu logique que la Bretagne ne soit pas rattachée au Pays de la Loire, ou du moins à une partie du Pays de la Loire. Beaucoup désirent une Grande-Bretagne. Excusez-moi pour la dénomination. Bon, pour une Bretagne élargie, on va dire, oui. Je serais plutôt favorable. Je trouve que la logique, on va dire, entre guillemets, identitaire, la logique de culture régionale pourrait amener à ce type d'évolution. Et du coup, je suis assez déçu que le gouvernement ne retienne pas le choix autonome des départements à se rallier ou non à la région. Oui, c'est un changement d'ailleurs. Voilà, on avait dit justement que certains départements pourront choisir, mais voilà, on a annulé ça au dernier moment. Voilà, à la base, les départements devaient être capables, du moins, devaient pouvoir avoir l'autorité à ce niveau-là, avoir le choix, et ils l'ont plus. Je trouve ça assez dommage, parce que ça veut dire que la carte qu'on a là est arrêtée définitivement, donc on ne peut pas revenir dessus. Alors que je pense que, voilà, redécouper
des régions comme ça, c'est assez barbare finalement, et on aurait pu faire des petits ajustements qui auraient pu avoir des conséquences assez importantes. Et par exemple, on a souvent mis en avant le rôle des capitales. Je pense qu'ici, ce qui va poser débat. Par exemple, on ne sait pas quelles seront les futures capitales régionales. Alors, par exemple, entre Rouen et Caen, qui déterminera justement la capitale régionale de la Normandie, par exemple. Comment départager Toulouse de Montpellier pour la tête des Méditerranées, Languedoc-Roussillon. Voilà, c'est aussi des questions, je dirais, plus locales et en tout cas métropolitaines peut-être dans des nouvelles régions. Et aussi la question des économies d'échelle. Est-ce que plusieurs disent que finalement ces régions ne coûtent pas tant, c'est plus d'autres échelles qui coûtent beaucoup plus cher et les fusionner ne servira pas à grand-chose quand on sait que les régions ne se financent pas elles-mêmes, mais c'est l'État qui redistribue beaucoup pour les régions, même l'Europe, même si Maxime va avoir son petit grain de sel à dire. Voilà, donc on a des projets, Vincent, peut-être sur ces questions de capital, ces questions de gouvernance du coup. Ouais, enfin quand on regarde un peu le découpage, ça paraissait pas très net. On a l'impression que, comme pour la Normandie par exemple, c'est plus un critère historique qui a pu peser, alors que dans d'autres cas, c'est plus le critère économique, comme le Nord-Pas-de-Calais qui est tout seul, alors qu'on voit que la Picardie, Champagne-Ardenne reste à part. Donc c'est vrai que ça me paraît un peu, on a l'impression qu'il y a plusieurs critères qui ont été utilisés par-ci, par-là. Mais ce qui est pas étonnant, c'est que déjà pour les 36 000 communes françaises, on voulait en défaire certaines, et puis tous les maires se sont élevés en disant non, personne n'a envie de perdre en fait ces échelles de gouvernance et comment dire, son pouvoir entre guillemets à l'échelle locale. En tout cas, c'est la question qui va se poser, et notamment moi je pense particulièrement au centre Limousin, Poitou-Charentes. Je me dis, dans cette immense, justement, tu viens de le dire Hugo, tu as dit, cette immense région nouvellement découpée. Le machin prend la moitié de la carte, c'est trop énorme, faut arrêter, non. Bon, le centre est immense, il n'y a rien dedans, je suis désolé pour eux, mais c'est comme ça. Donc faut bien les mettre avec quelqu'un, mais du coup ça donne, oui, sur la carte ça fait un effet assez bizarre. Parce c'est toujours aussi après, je sais pas un géographe comme toi que je vais l'apprendre, mais la question de la diagonale du vide pose aussi problème. Et des disparités au niveau démographique sur le territoire. Ça donne des fois des gros ensembles qui sont disparates d'un point de vue démographique. Donc, et tu le soulignais aussi, disparates d'un point de vue économique. Donc c'est comme ça des assemblages un peu difficiles à faire entre des territoires qui se ressemblent, pas forcément économiquement, pas forcément culturellement, qui ont des divergences politiques aussi. Voilà, c'est tout. Parce que c'est bien beau, une série d'équilibrages. Bernard Cazeneuve a dit il y a pas longtemps, il faut laisser il faut laisser du temps aux élus de discuter entre eux, mais est-ce que le dialogue est possible? Parce que quand c'est des échelles de gouvernance aussi importantes, c'est pas non plus des échelles étatiques, mais en tout cas on est dans des échelles sous-étatiques, la strate qui vient juste en dessous de l'État, comment se mettre d'accord sur ces trucs-là, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les régions c'est un poids administratif, c'est un poids économique, c'est un poids culturel aussi, c'est aussi ça le problème, aussi la culture elle est souvent évoquée. Est-ce que ces grosses régions ne vont pas enlever, ou alors soit d'un côté enlever les particularismes culturels, ou au contraire les renforcer, et du coup renforcer en fait à l'intérieur des régions une espèce de fronde interrégionale, quoi. Dire une fronde culturelle, on sent que des régions ne veulent pas être ensemble pour des raisons culturelles. Je parle pas forcément de l'Alsace-Lorraine à laquelle tu tiens fortement Hugo, mais par exemple regarde Alsace-Lorraine entre Metz et Strasbourg qui va être la capitale. Voilà, on en revient. Pourquoi ça serait pas Nancy? Et pourquoi voilà, oui, même toi tu le dis. Ça sera sûrement Strasbourg. On va entendre Maxime peut-être sur on a débriefé un peu le truc. Je sais que t'aimes bien qu'on précise avant pour que tu puisses réagir. C'est fait. Donc que penser de tout ça, Maxime? Déjà, moi ce qui m'interpelle, c'est le caractère démocratique de la chose. C'est-à-dire un peu à l'image de nous ce soir, on est en train déjà de s'interroger sur les critères qui ont servi pour faire le redécoupage de cette nouvelle carte. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est que... quelle est la place du peuple dans cette démarche? Est-ce que c'était une volonté populaire de redéfinir le contour du territoire français de cette manière-là? Moi, je vois plutôt là une espèce de consigne prise d'en haut qui, à mon avis, vient directement des instances européennes. Ça va complètement dans le sens de ce qu'ils font depuis déjà des décennies, c'est-à-dire d'affaiblir l'État, l'échelon national. Et pour ce faire, ils donnent de la puissance à la fois à l'échelon international, donc dans les instances supranationales, et en même temps dans des échelles régionales. Donc
il renforce à la fois donc toutes les instances mondialistes comme l'Union européenne, l'ONU, l'OMC, etc. Et dans le même temps, ils vont valoriser les échelles régionales. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça pour, voilà, l'image de deux mâchoires, mieux mâcher, voilà, l'échelle nationale pour que finalement l'État n'ait moins son mot à dire, mais qu'il y ait du coup d'autres interlocuteurs, un peu comme des féodalités, quoi, comme voilà des seigneurs locaux, un peu comme au Moyen-Âge, quoi, qui aient leur mot à dire et qui soient finalement plus puissants, et que ça fragmente je dirais la souveraineté, que ça va affecter directement la souveraineté, je pense, de l'État français. Donc moi je vois pas ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose de positif, déjà parce que je vois pas en quoi c'est démocratique, je vois pas en quoi est-ce que c'était une attente du peuple français déjà? J'ai pas l'impression. On est même là en train de découvrir ça en disant tiens, on spécule sur les critères, on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça. Et puis je pense pas que ça serve l'État français en dernière instance, quoi. Je suis pas vraiment d'accord avec Maxime sur ce coup-là. Bon, ok. On s'en doutait peut-être au début quand même, en voyant ta tête. Non, oui, c'est vrai. Non, mais je l'ai exprimé. Voilà, clairement. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose de renforcer. On renforce même pas les régions pour le coup. Donc il y a pas sur le coup la France n'est pas amoindrie et ça reste une autorité. Voilà, je suis pour la décentralisation, ça va être plus clair comme ça. Et le fait que les régions aient plus de pouvoir, mais ce plus de pouvoir n'est le fait que de la suppression des départements. Voilà, va juste reprendre l'autorité qu'avaient les départements. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense pas que ça soit fait Parce que à l'encontre je vais te dire en de la quoi France. est-ce que ça diminue la souveraineté politique de l'État. Laisse-moi finir. Ouais, je pense. vas-y. Non, juste un mot. Je pense pas que comme tu l'as annoncé, Marc, comme tu l'as posé la question, je pense pas que ça va renforcer des mouvements comme ça indépendantistes ou frondeurs contre la France. J'y crois pas tellement. Il y a pas de ça en France. Mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que si tu veux, les instances mondialistes maintenant n'auront plus à traiter directement avec les États, mais pourront directement passer à d'autres interlocuteurs qui seront maintenant à l'échelle régionale pour contourner justement l'interlocuteur étatique. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que ça divise. Je pense que l'interlocuteur étatique sera toujours au-dessus et on a beau décentraliser progressivement, l'État reste. La question qu'on pose, c'est par exemple si on fait des régions entre l'Allemagne et la France, entre l'Allemagne et la Belgique, est-ce qu'aujourd'hui les régions, c'est elles qui décident en dernier ressort ou où l'État est toujours mis en relation dans des espèces de régions européennes, quoi, enfin des régions de transfrontières? Est-ce que l'État a encore son mot à dire aujourd'hui dans ces régions-là? Ou est-ce que c'est les régions, le pouvoir, donc comment dirais-je, le conseil régional qui décide aujourd'hui de ces fusions, entre guillemets, fusions administratives, pas fusion administrative, mais fusion dans le territoire, on va dire, entre différents pays? Est-ce que l'État a son mot à dire? Oui, mais après, ça, c'est pas c'est du ressort, je veux dire, de l'espace plus grand que la région. Voilà. Si l'Alsace a des relations avec ses voisins européens, l'Allemagne, par exemple, la région, c'est la Ruhr, avec la Ruhr, par exemple. Je vois pas où est le mal. Voilà, le lien est direct. On voit pas. Il y a une frontière, on arrête de se parler. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lien culturel. Et voilà. Toi qui étudies l'Afrique, tu le sais que le rapport va pas s'arrêter à la frontière. Il y a une sorte de logique qui, sûrement en Europe, est assez accentuée. On fait de la frontière. Parce que, voilà, on a dynamisé le côté État-nation. Donc voilà, on a comment dire, voilà, énergisé tout ce qui est identité nationale. On a donné de la pulsion à ça, mais quand même, je pense qu'au niveau de tous les espaces frontières, il y a un lien qui existe. Et les eurorégions, par exemple. C'est ça que je voulais dire, par exemple. Oui, les eurorégions. Le Solarlux, par exemple, et les grosses régions comme ça. Voilà, les eurocités, eurorégions, voilà. Bien sûr, ça c'est de l'Union européenne, mais je ne pense pas que ce soit un mal si deux territoires voisins arrivent à créer des choses de par leur proximité à la fois géographique mais aussi culturelle, arrivent à créer quelque chose, tant mieux. Mais la question, je ne sais pas parler en autre Maxime, je lui laisse la parole tout de suite, mais la question était peut-être de savoir si en fonction de ces régions, on va dire voilà, les eurocités, etc., est-ce qu'on a encore un territoire?
Est-ce que l'État, en tant que frontière stable et établie, existe toujours? Je sais pas. En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, voilà. Est-ce que ces grosses eurocités, qui sont les logiques justement de fusion, ne serait-ce que par l'économie, par exemple, ces grosses eurocités ne réduisent pas, et c'est la thèse souvent d'Asselineau, de François Asselineau, qui est le responsable du mouvement, je sais, RPR, je sais pas. UPR, RPR, n'importe quoi. Excusez-moi. Voilà, c'est la question qu'il pose. Est-ce que ces eurocités ne font pas que l'État-nation, aujourd'hui, si on le prend au sens étymologique du terme, c'est-à-dire avec des frontières administratives, n'est pas, et l'État tout court, du moins, n'est pas déstabilisé? Hugo puis Maxime. Parce que Si, ouais, Alors bah, moi, déjà dire que ce serait bien un jour que François Asselineau vienne à cette radio. Bah, je t'ai dit de le faire venir, faudrait qu'on t'as tardé. Faudrait qu'on organise ça. Et voilà, il a un point de vue qui peut être intéressant. Parce qu'en plus d'être homme politique, il est conférencier. Du moins, il organise des conférences au sein de son mouvement, qui peuvent être instructives et qui peuvent amener à un débat intéressant ici. Est-ce que l'État est remis en cause? Oui, l'État est en quelque sorte remis en cause, mais je pense pas que l'État va mourir du fait de l'Europe. Maxime? Je pense que l'État reste assez puissant aujourd'hui. bah, faut voir l'évolution, voir dans quel sens on va. Et à mes yeux, ce qui se passe, c'est que le projet, au final, c'est qu'on est, disons, c'est encore une fois cette idée un peu de gouvernement mondial, quoi. C'est-à-dire qu'on est seulement peu de personnes, peu d'institutions qui gouvernent sur une humanité très divisée, sans pouvoir, sans contre-pouvoir sérieux, quoi. Je crois que les principaux obstacles de cette idéologie, c'est justement l'État-nation. Les États forts, les États souverains. C'est pour ça qu'on cherche à tout prix justement à diviser, à fragmenter. Et là, moi, ce que je vois, c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais c'est une nouvelle marche, quoi, vers cette étape finale, quoi. Ça me paraît assez logique que là, on est en train de créer en fait des territoires donc qui ont pour objectif de s'intégrer à l'échelon européen. Et d'ailleurs, ça a été fait. Enfin, Hollande l'a déclaré lui-même que c'était justement le but était justement d'intégrer ces régions dans un contexte européen, etc. Pour que justement on n'ait plus l'État comme interlocuteur, mais qu'on ait en fait, voilà, du coup on n'aura plus un interlocuteur, on en aura 12. Ça voudrait dire qu'il faudra que 12 personnes se mettent d'accord au lieu d'une. C'est-à-dire que tout ça, tandis qu'au niveau international, on a des gens qui sont très bien organisés, qui sont un groupe très, très cohérent, où on a finalement peu de personnes. Moi, je vois là une énième stratégie disons, de domination, de domination par le divisé pour régner, quoi. Mais du coup, ça serait assez illogique ce que tu dis, parce que tu sous-entends qu'on crée plus de divisions en faisant moins de divisions. Ça, c'est l'échelon régional. C'est-à-dire que, comme je te disais, le but, si tu veux, tu as d'abord l'échelon international et puis l'échelon régional et au milieu l'échelon national. Le but, c'est de donner de la puissance aux deux échelons, donc le plus au-dessus et le plus en dessous, pour mieux, si tu veux, faire disparaître l'échelon national. Donc tu vas donner, si tu veux, de la puissance aux régions pour qu'elles puissent concurrencer l'État. En même temps, tu vas donner de la puissance à l'échelon international pour que justement l'échelon national ne soit plus consulté et qu'il puisse y avoir une relation dans les deux sens entre les instances internationales et les régions. Et l'État sera complètement occulté. Mais du coup, si ensuite on raisonnement, les régions sont antinationales. Amènent une politique, amènent une marche si tu veux, contre la France. Peu comme je prenais l'exemple tout à l'heure du Moyen-Âge, un petit peu comme les féodalités, justement, étaient un peu contraires à la notion de monarchie, par exemple. Bon. C'est un peu dans ce même... C'est-à-dire que ça crée de la division au sein d'un territoire, ça crée plein de petits seigneurs locaux ça va être difficile de les mettre d'accord, et tandis que quand on a un pouvoir central qui va être plus fort, je pense qu'on pèse plus justement face aux instances mondialistes. Et aussi aujourd'hui, il faut rappeler peut-être, pour peut-être un petit peu nuancer le bilan de Maxime, c'est qu'aujourd'hui les régions, si elles sont si proches de l'État, c'est uniquement parce qu'elles n'ont pas de fric. Il faut être bien honnête. Et on sait encore aujourd'hui que les régions sont bien financées par l'Europe, en tout cas. Donc
quelle logique? En fait, les régions doivent obligatoirement être proches de l'Europe, donc de toutes les politiques engagées au niveau régional de l'Europe, mais à la fois très proches de l'État, parce que sans l'État, les régions aujourd'hui sont mortes économiquement. Donc je pense on est entre deux stratégies qui justement incarnent vos deux positions, de savoir si on est plus proche justement dépendance de l'Europe ou plus proche dépendance de l'État. Mais la chose qui me semble assez illogique, c'est que pour moi, les régions, c'est l'État. C'est juste que tu donnes à la région le droit et le pouvoir des capacités, voilà. Tu donnes des capacités. Vous pouvez faire ça. On peut décider. Vous devez gérer Est-ce qu'on peut financer? C'est ça aussi. Mais de toute façon, si la région ne le faisait pas, ce serait l'État qui le ferait. Bah, c'est l'État qui le fait au niveau financement. Voilà, l'État le fait du coup indirectement par le financement. Si les régions n'existaient pas et si aucune infrastructure en dessous de l'État, infra-étatique existait, l'État ferait tout. Mais est-ce que justement, à l'heure actuelle, la région a des subventions, elle a des revenus directs. Énorme, oui. Voilà, elle a des subventions importantes, ça personne ne peut le nier. Et elle a aussi des rentrées d'argent via l'impôt. Mais justement, en faisant ces grosses régions que Maxime interprète comme éventuellement, je sais pas, vers une régionalisation des régions européennes, je sais pas si on peut dire ça comme ça en tout cas. Oui, l'Europe des régions. L'Europe des régions, par exemple, est-ce qu'on va pas s'écarter justement de cette dépendance qui aujourd'hui est imposée par la dépendance financière concédée par l'État? Enfin, vous voyez, est-ce qu'on va pas changer de logique, quoi? Est-ce que les régions, est-ce que ce qui fait que les régions appartiennent encore à l'État, c'est pas parce qu'elles n'ont pas d'argent? Je lance un blanc. Mais l'argent de l'État vient d'où? Enfin, l'argent, c'est pas l'État, c'est pas. Là, on remonte encore. Vas-y. C'est pas l'arbre. L'État a un pouvoir de, si tu veux, il draine et puis il redistribue quoi. C'est un centralisateur qui redistribue ensuite. Mais les richesses, elles émanent pas de lui. C'est pas lui qui les crée directement. Les richesses, elles sont produites localement. À tout niveau, elles sont produites individuellement et l'État est une institution qui sert justement à cadrer tout ce système-là, à redistribuer là où il y a besoin, voilà, bon, ce genre de choses quoi. Donc les régions ont besoin d'argent, c'est parce que c'est tout un système qui à mon avis est à revoir. Mais là, on reviendrait. Baptiste. Non, mais juste par contre, l'État il a quand même un minimum d'argent dans le sens où l'État est là pour une mission principale à la base, sécuriser les personnes qui sont sur son territoire, et en retour, on taxe ces gens, donc en gros, c'est le salaire de l'État, et cette taxation est normale, vu qu'il y a une représentation, et dans les fonctions de l'État. Dans la logique, à ce moment-là, l'État a de l'argent, c'est la logique des choses. L'État, bien sûr, dispose d'argent, et effectivement, il y a un impôt qui sert à... L'État a aussi pour rôle d'aménager des structures qui sont d'intérêt national, qui ne peuvent pas justement se décider à l'échelle des régions, qui sont plus locales. Ça va être, je sais pas moi, la construction, je sais pas moi, d'un grand hôpital quelque part, ou de tout ce qui peut concerner peut-être les transports, ou je sais pas, c'est dynamiser le territoire à l'échelle nationale. Alors voilà, une vision nationale quoi. Donc il va y avoir un impôt qui va être pris une partie de ces richesses qui va être puisée par l'État pour qu'il y ait une politique nationale qui soit menée quoi. Mais l'État n'est pas producteur lui-même de richesses. Il récupère une partie des richesses qui sont produites localement. Et les régions qui sont, il y a des régions qui sont plus ou moins riches, mais enfin. Moi, je pars toujours du principe que il faudrait déjà que chaque enfin, je sais pas du coup quel échelon prendre. Est-ce que ça serait la ville, est-ce que ce serait le département, est-ce que ce serait la région? Mais il faudrait qu'il y ait une espèce d'autonomie qui s'organise. On a besoin d'un certain nombre de métiers, on a besoin d'un certain nombre de fonctions dans une société, voilà, quelle que soit l'échelle. Et à partir de là, je veux dire, pour pousser le truc à l'extrême, à partir du moment où il y a le boulanger qui fait son pain, que le charpentier qui fait le maçon qui font la maison, que l'infirmière fait son boulot, le médecin, etc., etc. Je dirais, c'est pour ça que j'ai du mal à concevoir qu'on ait des régions aussi pauvres, en fait, puisque si on avait des sociétés qui étaient plus équilibrées et mieux munies, mieux équipées de ces fonctions-là, on ne devrait pas avoir de régions pauvres en réalité. Il faut, voilà, l'agriculteur, il faut évidemment des métiers un peu traditionnels, quoi. Quelques réactions? Hugo qui fronce la tête. Non, Baptiste dubitatif. C'est pas très universitaire. Vincent qui regarde. Pour revenir à la fin, il me semblait que tu t'écartais un peu et que c'était pas exactement le même sujet que ce dont tu parlais
au départ, mais ce qui me semblait juste au début de ce que tu disais, tu avais l'air un petit peu de pas comprendre pourquoi en fait finalement pourquoi il y avait cette entité abstraite étatique et que finalement les gens pouvaient faire leurs choses dans leur coin et que finalement la plus minimale des on va dire des organisations humaines pouvait chapeauter les choses. Mais à ce moment-là, bon, l'État a été fait voilà pour à un moment donné, je pense que je sais pas, c'était une remise en cause un petit peu de ces choses. Alors, et tu savais pas exactement à quel degré mettre justement l'organisation, s'il fallait la mettre au plus minimal ou. Enfin voilà, il y a un moment donné où je crois que voilà, l'État a fait ses preuves sur certaines choses, notamment en France, je pense sur le point sécuritaire et sur d'autres choses. Je pense qu'on est voilà, et je pense que cette entité, l'État-nation, a démontré qu'elle n'était pas voilà, qu'elle servait. Après voilà, c'est des histoires de curseurs mais voilà, c'était juste ça qui m'avait l'air un peu perdu par rapport à ça, mais justement ça m'avait l'air d'être un petit peu une remise en cause de à quoi servait cet état-là. Bon, quand même, faut pas non plus c'est vrai que, abuser. ouais. Bon, parce que c'est-à-dire que bien sûr que tout le monde peut-être subvenir à ses besoins, mais bon, c'est la guerre de tous contre tous à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il faut quand même une organisation abstraite, une entité Bien sûr, abstraite bien sûr. pour Non, mais chapeauter justement, le tout. moi, par rapport au sujet du tout début, j'étais justement, je souhaite valoriser l'échelon national contre les régions. Justement, j'étais un petit peu sur cette position-là. Mais dans le même temps, disons que ce que je condamne, en fait, pour être un peu plus précis, c'est peut-être plus une forme de tertiarisation. Ouais, qu'est-ce que tu condamnes, c'est ça, en fait. Et c'est voilà, c'est peut-être plus une forme de tertiarisation et de montée de l'assistanat, quoi, si tu veux, du fait que de la perte d'autonomie des gens au niveau individuel. C'est-à-dire que la perte d'autonomie des gens au niveau individuel conduit justement à ce que dans certaines régions, on ait voilà, des gros problèmes et des grosses disparités, comme tu disais, Hugo, qu'on ait voilà, cette fameuse diagonale du vide, etc. Parce qu'effectivement, du coup, puisqu'on développe les compétences tertiaires et que les principales, enfin les boulots qui sont proposés, c'est dans une écrasante majorité dans les villes, donc on va avoir dans certaines, enfin les campagnes qui vont se vider. Donc tu veux décentraliser à etc. ce moment-là. Oui, moi je serais plus pour une forme de décentralisation, enfin, je veux dire en tout cas une reprise d'autonomie, une reprise d'indépendance sur ce genre de choses, mais en même temps je suis pour qu'on ait sur un État fort qui puisse chapeauter toutes ces localités qui sont déjà harmonieuses entre elles, si tu veux. C'est ça. Mais je pense qu'il faut un État fort, et notamment pour avoir un poids à l'échelle internationale. Par exemple, tu es d'accord avec la décentralisation, et c'est un petit peu aussi le fond de cette réforme, mais t'es pas finalement, tu vois pas, t'es pas d'accord avec les régions. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va mettre? Tu veux mettre quelque chose d'un petit peu plus bas? Enfin, je veux dire, on a des enfin, ça paraît après. Non, je suis pas contre les régions. Non, mais je sais bien, mais tu veux décentraliser. Mais à ce moment-là, tu veux mettre pas, le curseur à un autre niveau. Je veux pas décentraliser. Quand je dis que il y a une forme de perte d'autonomie. Je parlais de tertiarisation. Pour laisser l'autonomie, il faut décentraliser. Il faut un État moins fort à un moment donné. Il faut que partout en France, les individus puissent s'organiser en localité. Et là, je parle même pas de région. C'est pour ça que j'avais du mal à trouver l'échelle. C'est ça, on pourrait même parler de village à ce moment-là. Je veux dire, c'est qu'à un niveau très individuel, les gens puissent être autonomes et s'organiser en communautés harmonieuses, où justement on va cumuler un certain nombre de métiers, de savoir-faire qui vont permettre une autonomie. Mais il faut que toutes ces organisations qui sont donc situées au niveau local soient chapeautées, soient cadrées par des institutions voilà, avec différents échelons. Moi, je trouvais que le système, je trouve que le système français n'est pas forcément mal fait, de départements, de régions, etc. Mais qu'on ait un État fort, un échelon national qui soit suffisamment fort pour peser dans un contexte international où la tendance est justement à le fait d'écraser les nations. Et pour écraser les nations, un des stratagèmes qui est utilisé justement, c'est de valoriser l'échelon d'en dessous, pour que ces échelons concurrencent. C'est-à-dire que l'échelon régional concurrence l'échelon national. C'est pour ça que donc, je suis contre le fait de rendre des régions plus fortes, mais en même temps, je pense qu'il faudrait se réapproprier un certain nombre de métiers pour pouvoir au niveau local être plus indépendant et qu'on ait une meilleure harmonie et moins de disparité au niveau du territoire national. Voilà.
Ouais, donc si je comprends bien, tu voulais juste un statu quo dans le système actuel, avec une amélioration au niveau, on va dire, Organisation. micro-local. Bah, Oui, j'analysais, enfin, je donnais mon analyse sur ce qui est en train de se passer, où on est en train de réorganiser enfin, on nous donne une nouvelle carte des régions de France, quoi. Oui, non, mais Et que ces régions sont plus grosses, sont plus importantes. Et que le but, comme le disait même François Hollande, c'est d'intégrer ces régions à l'échelle internationale. Donc les interlocuteurs au niveau international seront de plus en plus des acteurs régionaux. C'est Ça ça fait surtout donc qui plus, te dérange, bah parce oui, que finalement, après, ça fait donc plus bon, d'intervenants. c'est surtout ça qui te dérange en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, on crée en fait une espèce de, bah oui, c'est ça qui me dérange, c'est que finalement, Ouais, je vais pas te- on crée des, ça va être difficile finalement d'avoir une voix française. Tu vois, c'est là où je dis qu'on détruit l'échelon national, c'est on n'aura plus de voix française, on va avoir une voix par région de France. Oui, mais De oui, plus en mais- plus, c'est ça que je veux dire. Et donc, on affaiblit l'échelon national. Moi, Et ça, c'est le but, je pense, du mondialisme. Pardon. Non, enfin moi c'est juste juste un point de vue, c'est que enfin la façon dont on parle depuis le début, c'est uniquement sur le point de vue politique et le redécoupage des régions pour les intégrer notamment au niveau européen, c'est plus pour une question économique, c'est pour avoir justement pouvoir financer mais à des niveaux plus petits pour justement permettre un développement économique plus homogène au niveau de l'ensemble d'un pays. Je pense que le sens la direction qu'on prend va au contraire nous mener vers de plus en plus d'inégalités territoriales, justement sur ce point-là. Parce qu'on est toujours dans l'idée de métropolisation, on est toujours dans l'idée de concentration dans les milieux urbains, donc de désertification au contraire des campagnes. C'est la direction que l'on prend. On cherche bien à créer des grandes villes, des grandes villes européennes. On a donné quelques noms tout à l'heure, des noms de villes françaises, qui ont vocation justement à intégrer l'échelon international. On aura voilà, peut-être des aéroports, des choses comme ça. Et donc on va avoir des concentrations de ce qu'on appelle des aménités dans ces grandes villes. Et donc une concentration de population, une densification de population, ça me semble assez logique. Une concentration du tertiaire quand justement dans le même temps on a un déclin de tous les métiers qu'on dit traditionnels. Donc on aura une masse de salariés qui sera d'abord formée dans le milieu du tertiaire, qui trouvera du boulot qu'en ville. Et donc on aura justement de plus en plus de déséquilibre au niveau territorial. Donc je pense qu'au contraire, tout ça va vraiment dans le sens de l'inégalité. Une dernière réaction, Baptiste? Ouais, en fait, enfin, ce qu'il y a, c'est justement ouais, c'est ce fait que tu remettes en cause finalement ce découpage-là, mais que tu sois pour finalement, on va dire, renforcer justement voilà, des organisations peut-être plus micro-territoriales. Des communautés à échelle humaine, ouais, des communautés à échelle humaine. Mais ce qu'il y a, c'est que enfin, ça me paraît plus finalement parce que tu voudrais qu'on reste dans l'état où on est maintenant, mais au niveau politique, mais finalement après donner plus. Enfin, je pense que c'est plus une question de politique. Après, c'est une question plus économique. Et parce que bon, après, on peut pas. On a des communes, on peut pas renforcer. C'est pas possible, je pense, de renforcer, de donner plus de poids à 36 000 communes. Enfin voilà, on a déjà 36 000 communes. Je pense que c'est pas possible de renforcer encore plus le poids de tout ce qui est micro. Et je pense que c'est à part au niveau économique où peut-être voilà, on peut mettre des choses en place et essayer de, je sais pas, franchement. Est-ce que les communes ne sont pas plus fortes avec les régions? C'est que ça me paraissait flou parce que c'est même par rapport au renforcement de l'État-nation, tu vas donner plus de poids, enfin c'est-à-dire tu vas fragmenter tout. Non. Et en plein de petites solidarités finalement. Mais comment renforcer un État-nation aussi au niveau international quand finalement son propre territoire, parce qu'il ne faut pas croire non plus, à force de fragmenter les choses, on arrive quand même, c'est difficile après de chapeauter et de donner, quand tu donnes du poids à pas mal d'endroits, après c'est difficile aussi de faire un consensus et de porter la voix
à l'international. Enfin, je veux dire, c'est Je ne parle pas de donner un responsable politique par communauté, par village ou truc comme ça. Je ne dis pas voilà, donc qu'il c'est faut au niveau créer. économique. Voilà, plus. oui, parce que l'argument bon. qui est donné en gros pour la nouvelle carte des régions, c'est justement notamment de réduire les inégalités territoriales. Donc c'est pour ça que je contredis cet argument de cette manière-là. Mais je ne suis pas pour qu'il y ait un décideur suprême dans chaque petit village qui viendra concurrencer la vie qui sera dirigée, qui sera donnée au niveau national. Je suis pas pour ça. Par contre, je pense que il devrait y avoir plus de communautés à échelle humaine, je trouve que le mot est plus juste, de communautés à échelle humaine qui soient autonomes, autosuffisantes, mais que ces communautés-là vivent, je dirais, en harmonie sur un territoire cohérent et qui soient chapeautées par un pouvoir central fort. Voilà, c'est ça, je pense, qui serait une solution pour justement avoir une plus grande harmonie territoriale. Voilà. Pas de réaction, le débat est clos, on a bien mis tout en perspective, c'est bien, vous êtes content. Baptiste, une petite réserve. Une petite. Juste non, mais quand tu dis le débat est clos, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord. Non, mais le débat est clos. J'ai dit les principales expositions ont été mises en avant. J'ai le droit de le dire ou pas, monsieur? Vous avez le droit. Non, mais moi c'est juste que. Allez, point final. Pour dire, pour finir, et tu me le diras peut-être en off, c'est que finalement tu veux faire des coopératives, de pas mal de plein de coopératives au niveau économique, parce que comme tu disais, on peut pas changer au niveau politique l'organisation, on peut pas renforcer le micro au niveau politique. Donc tu veux faire plein de coopératives et en même temps tu veux renforcer, tu veux un gros poids au niveau exécutif, finalement en haut, mais je veux dire ça me paraît ambivalent, même à ce niveau-là, en donnant pas mal de poids justement, en faisant organiser plein de gens au niveau de cette manière-là, et en même temps en renforce, ça me paraît ambivalent. Les deux me paraissent pas forcément compatibles, tu veux dire. compatibles. Pourquoi ça te paraît pas compatible qu'il y ait en fait des communautés, appelle ça comme tu veux, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver de nom. Là, tu parlais de coopérative, pourquoi pas? Moi, je parlais de communauté à échelle humaine parce que il me semble que... Non, mais les communautés, c'est des choses politiques à ce moment-là. Mais comme tu as dit, on peut pas non plus faire des tribus. Non, mais c'est... voilà, il faut qu'on ait en France... On va finir par parler d'Afrique si vous commencez à parler comme ça. On va partir. Il faut qu'en France, à mon avis, on ait une somme de ce genre de communautés qui pourraient être des villes, des communes, qui pourraient, tout ce qu'on veut, mais qui soient autosuffisantes, je veux dire, qui soient autonomes, qui ne dépendent pas... Est-ce que c'est possible ça? Je pense que c'est possible. Est-ce que 36 000, on va dire les 36 000 communes, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui? Je pense parce que finalement, de quoi a-t-on besoin? C'est une réflexion, de quoi a-t-on besoin? Aujourd'hui d'argent. Je parlais tout à l'heure des métiers un peu traditionnels parce que, je veux dire, à partir du moment où on a... En fait, tu veux transposer la logique qu'on a dans les métiers du bâtiment à l'échelle nationale, on est d'accord ou pas? Les métiers du bâtiment... Je comprends bien, tu veux revenir à la logique, ce que tu avais expliqué déjà lors de plusieurs émissions, à l'organisation du travail qui existait avant les coopérations. Les coopérations. Les coopérations, c'est vrai que c'est un système que je trouve qui était bon. Ça formait en tout cas de bons professionnels. C'est du communisme, hein, que tu proposes. Ah non, que chaque village vive en autarcie économique. Non, je parle pas d'autarcie, parce qu'il y a des échanges, ça fonctionne pas dans un vase clos, etc. Simplement, c'est marrant comme quand on parle d'indépendance, le mot autarcie arrive tout de suite, comme si on ne pouvait pas concevoir une forme d'indépendance, mais c'est-à-dire que chaque parti soit indépendant, mais en échange. Oui, mais si tu parles d'autarcie, si dans un village vit en autarcie, en autosuffisance. En autosuffisance, ça peut arriver à partir du moment... Parce que pour moi, c'est la condition d'une liberté, si tu veux. L'autosuffisance, c'est une condition de la liberté, et donc du coup d'une baisse aussi des tensions. Si chaque communauté comme ça peut être autonome, mais qu'on a en même temps besoin d'un pouvoir central fort. On en a besoin si tu veux, pour faire face à des menaces qui sont, elles, d'ordre international. Une petite communauté ne peut pas faire le poids. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné qu'on ait un échelon plus fort, mais qui prenne en compte ces cohérences au niveau local. Mais le problème de cette autosuffisance, c'est que forcément, ça va se baser sur des inégalités territoriales. Si tu regardes, chaque territoire, aussi petit qu'il soit, ne seront pas dotés de la même manière. Au niveau du sol, non, mais il y aura accès à la mer, qui reste des inégalités accès aux naturelles. routes, Bien sûr. Mais comment lutter contre les inégalités naturelles? Mais ça donnera une diversité qui sera
qui nous donnera une richesse. C'est-à-dire que on aura des particularités justement qui seront régionales. Oui, tu veux, il On veut la aura une richesse complémentarité, c'est ça? régionale. La Bah oui, parce que complémentarité. du coup, effectivement, on aura certains produits qu'on aura parce qu'on sera plus proche de la mer. On aura certains produits qui seront spécifiques enfin, je veux dire, dans les terres. Qui seront dans les montagnes, qui seront en plaine. Enfin, je veux dire, on aura à chaque fois des particularités. Mais je pense qu'en France, on a cette chance d'ailleurs. Mais C'est ça, un des territoires. c'est pas la théorie de Ricardo, des avantages Non, comparatifs. non, justement, Ricardo fait pas. Justement, ça Oui, crée une dépendance parce que c'est chaque pays va Oui, produire fait- un seul truc, va se spécialiser. Ouais, mais Alors, toi, c'est ce que je sais pas, tu me dis, Bah oui. tu me Non, dis parce on est que lui, il dit autosuffisant, que- mais d'un côté on Non, fait non. que ce qu'on peut faire. non, parce que lui, il dit, Ricardo, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on se spécialise. C'est-à-dire que tu vas avoir un pays Oui, qui va oui, se je spécialiser sais. dans le coton. Ouais, mais là, c'est la même chose, mais à un Voilà. niveau local que tu Oui, proposes. bah, Oui. du coup, oui, mais là, c'est Bah, un c'est échelon un qui est théorie. cohérent. Et après, effectivement, on peut voir naître des spécialités comme ça existe déjà. Je veux dire, à Thiers, par exemple, on a une spécialité de la coutellerie. Oui, On mais peut avoir, par exemple, ce oui, genre mais de choses. tu survis pas avec de la coutellerie. Non, mais c'est C'est une ça que- spécialité qui Est-ce naît, que l'échange mais sera en même temps, réciproque? C'est ça, dans- là, dans- que à j'essaye Thiers, de j'imagine comprendre. qu'il y a aussi une boulangerie, j'imagine aussi qu'il y a tout un tas de... Bah, je dis qu'on peut voir naître des spécialités et qu'on dira, tiens, c'est un couteau qui vient de Thiers, donc ça sera un gage de qualité. Aujourd'hui, on cherche à trouver des appellations AOC, trucs comme ça, alors que c'est finalement, d'un point de vue traditionnel, on a déjà ça qui existe, si tu veux. Non, mais c'est ça que j'essaye de comprendre Ouais, comment. Hugo, puis après Baptiste. Ouais, juste essayer de comprendre comment le système finalement il arrive à être viable. Bah, Ouais, si tu produis des couteaux, c'est quoi? Après tu mets en place mais un système c'est pas d'échange. toute cette communauté qui est axée sur la production de couteaux. Non, mais voilà, tu vas me dire que la majorité Mais on va des- dire qu'il se trouve qu'il y a un des savoir-faire. moyens vont venir du couteau, voilà, du savoir-faire C'est-à-dire que local. de cette inégalité naturelle territoriale va naître peut-être des spécialités. Voilà, des mais voilà, spécificités. spécialité, c'est Et pas... donc oui, une voilà. richesse. Et effectivement, moi, c'est une France à laquelle je tiens. Parce que c'est ça, finalement, la richesse. je trouve, Mais est-ce que d'un c'est pas la territoire, région c'est aujourd'hui cette qui met en avant les diversité. spécialités, par exemple? Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en avant des spécialités par les régions? Imaginons que tes échelles, tes petits pôles communaux, sans région, est-ce qu'il y aurait cette promotion même à l'échelle internationale, par exemple? Est-ce qu'il y aurait cette connaissance du produit, je sais pas, des produits ou des spécialités, comme tu dis? Je veux dire, est-ce que voilà, 36 000, dans une espèce de sac à patates où toutes les 36 000 communes seront dedans, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des spécialités reconnues dans la France ou ailleurs? Tout à fait. Moi, je crois déjà par rapport à que les régions mettent déjà assez en avant, je trouve, les produits. Moi, je sais que à chaque fois que je vais dans un endroit et en France, je sais à peu près quel produit est encore le produit phare de cette région. Et je pense que même quand tu vas, franchement, sur les aires d'autoroute ou de partout, à chaque fois quand tu traverses la France, tu as toujours quand même à chaque endroit les petites choses qui font rappeler que dans ce point-là. Après, moi, ce que je voulais remettre revenir sur ce que tu disais, c'est que par exemple, bon, la région en a une connerie, va spécialiser dans les abricots, dans la plat, les pommes, je sais pas quoi, et ils vont les distribuer dans toute la France, vont faire. Mais en région Rhône-Alpes, il n'y a pas tout le monde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens, on n'est plus longtemps en arrière. C'est aussi obligé une certaine communauté à se spécialiser dans un métier phare et c'est plus le cas. Enfin, c'est ça un petit peu aussi qui était le problème de ces idéologies qui étaient axées sur voilà un mode de fonctionnement spécifique et une idéologie qui était stricte et auquel on ne pouvait pas déroger, c'est que les personnes n'avaient pas beaucoup de liberté dans ce genre d'organisation et à un moment donné Non, je suis pas d'accord avec à ça. un moment donné je suis d'accord qu'il y ait les agriculteurs par exemple les produits doivent rester et il y en aura toujours, je pense. Le tout c'est de leur permettre, mais on peut pas baser entièrement, on va dire toute une communauté on peut pas plus le faire, je pense, parce que c'est obliger les gens à faire quelque chose qui n'ont peut-être pas envie de le faire. Moi je suis une région je suis même de la campagne et j'ai pas envie de moi-même de faire agriculteur. Enfin voilà, je veux dire, j'ai envie de. Bien sûr, mais ça c'est tout. Ouais, très bien. Maintenant, bon, alors sur le fait qu'on ait toujours que les spécificités régionales soient toujours valorisées, bon, dans les stations d'autoroute ou quoi, bon, je trouve que là c'est déjà on est déjà tombé bas pour moi parce que c'est déjà, si tu veux, une sorte de folklorisation
de culture réelle, si tu veux. C'est vraiment, je trouve. Mais tu veux qu'on mette en avant quelque chose, mais quand on le met en avant, c'est trop folklorique en fait. Oui. C'est un jeu de ping-pong un peu. Tu veux pas non plus qu'on appareille toutes les après-midi les agriculteurs. Ça ils fait viennent vendre, on est d'accord. Carrément avec toute leur bouffe, et sinon ils font plus leur boulot. Hein. Sinon ils viennent carrément et ils te parlent comme ils te parlent. Non, enfin, on peut pas Non, faire plus. Après ça, c'est vraiment du folklore. Non, mais je suis pas en train de vous dire qu'il faut engager des campagnes de publicité pour faire la promotion. Je dis pas qu'il faut faire de la promotion. Vous, c'est ce que vous entendez. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire de promotion. Mais Je dis- hormis Excuse-moi, la en fait, comment précision tu veux le faire, parce sémantique, que je veux c'est dire- quoi que tu veux Non, mais dire? voilà, en fait, c'est Non. que moi aussi, j'aimerais que les produits, toute la France, et, chaque partie de la France ait ses produits phares et que ce soit voilà, on aille tous chercher tous nos poulets viennent de Brest et tout. Enfin voilà. Mais à un moment donné déjà. Mais non, mais je veux dire, les poulets, ça peut, comment on ça fait peut se pour faire ça partout en France. Non, moi, ce que je dis, c'est que, à mon avis, on devrait s'orienter plutôt vers une réappropriation de certains métiers qui nous rendraient plus autonomes, plus indépendants, donc plus libres. Et donc, j'imagine comment ça pourrait s'organiser, que ça pourrait s'organiser au sein de communautés à échelle humaine, parce qu'il faut forcément que ce soit à échelle humaine. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens qui soient en contact. Donc ça peut pas se faire à des distances astronomiques. Voilà, faut que les gens soient en contact, etc. Faut qu'il y ait une certaine proximité. Donc ça nous restreint déjà à une petite échelle. C'est pour ça que je parle de communauté à échelle humaine, où on va avoir une combinaison, une complémentarité de certains métiers qui vont permettre, tout ça combiné, de créer une communauté en autosuffisance autant libre. Et Hugo disait, oui, mais du coup, il va y avoir une inégalité. C'est que si on se base au niveau local, vu que naturellement on a des disparités au niveau du territoire, on va avoir des régions où il va y avoir la mer, des régions où il n'y a pas, des régions où il y a de la montagne, des régions où il y a des plaines, donc c'est une inégalité. Bon, je ne pense pas que ce soit un problème. Et je dis justement, de ces inégalités territoriales peuvent naître des spécificités régionales, en disant, bon, nous avons la mer, nous nous sommes du coup adaptés à notre environnement, et nous sommes les spécialistes, par exemple, je sais pas moi, de la crevette. Par exemple, je parlais de tiers où du coup ils se sont adaptés aux conditions de leur territoire, aux conditions naturelles, et ils se sont spécialisés dans la coutellerie. Ça ne veut pas dire que dans cette ville-là, tout le monde est focalisé sur la coutellerie. Mais du coup, du fait de ces disparités territoriales naturelles, on va voir émerger des produits de qualité, c'est-à-dire qu'on va se mettre en pointe, on va être en pointe sur ces choses-là parce qu'on saura utiliser notre environnement naturel d'une bonne manière. On saura tourner ça à notre tu crois qu'on profit. va pouvoir satisfaire tout le monde? Si on a justement la combinaison Avec les de 3 ces crevettes métiers. qu'on sort de nos mers, à mon avis, on va pouvoir satisfaire tout Non le mais monde. si à chaque Il va falloir endroit de acheter France, ailleurs, hein. non mais si en chaque endroit de France déjà, on arrive à maximiser cette autonomie, parce qu'il n'y a pas que, il y aura pas que des pêcheurs. Il va y avoir, je vais parler d'un ensemble de métiers complémentaires. Donc du coup, on n'aura pas que ces 3 crevettes, comme tu dis. On aura aussi un médecin, on aura aussi... Je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme ça. Déjà, on n'a pas tous les produits. Et en plus, moi, ce qui me dérange, c'est que dans ce genre de science, c'est que, bon, à un moment donné, voilà, la France, on a la chance d'être au niveau agriculture plutôt... De moins en moins. Oui, enfin, oui, mais on a la chance d'avoir une terre fertile. Et finalement, bon, les gens qui sont en dehors de la France, on commerce pas forcément avec eux. Et ça me paraît être hyper franco-centré, même si moi, ça me paraît être, voilà, je sais pas. Bon, Maxime, je te propose la semaine prochaine de revenir avec ton programme politique, avec toutes tes idées, comme ça on met ça au clair, on met ça sur le site de la radio, c'est bon. C'est comme ça que j'aimerais voir évoluer la société on a bien compris. De demain. Et justement, pour le fait qu'on n'ait pas tous les produits, c'est sûr, on n'aura pas tous les produits, mais c'est là qu'intervient le commerce. C'est là qu'intervient le commerce. C'est le fait qu'on n'ait pas tous les produits au niveau local, du coup on pourra échanger, c'est là que le commerce arrive, et c'est pour ça qu'on ne vit pas en autarcie. C'est que voilà, on pourra avoir par le biais du commerce, mais du vrai commerce. Hein, c'est pas le marketing, hein. Je parle pas de Carrefour, Leclerc, etc. Où ce qu'on on a bien compris, c'est fondamentalement pas bon. Ouais, écoute, on verra bien. C'est aussi ça, quoi. C'est tout ça qu'il faut voir. On se sent vraiment passionné, Maxime. Là, ça dure. Maxime est... Ah pardon, j'avais coupé. Antenne. Oui, sinon on va y passer encore 3 heures. En plus, en plus, un sujet qui devrait te passionner, Maxime, l'anti-américanisme maintenant. Ça devrait quand même te... Alors, ouais, moi je me réserve pour ça. Je mets bien sûr l'hymne américain.
Alors, j'ai Maxime, pas- fais gaffe, j'ai- tu j'ai vas pas le saigner. casque, donc voilà, c'est. Voilà, derrière cet hymne américain se cache une haine de la part de certains Européens, de la Ah, la part haine. de certains Russes. Un mot à la mode. Je tiens à préciser, en baissant le son de cette vidéo qui m'empêche de parler, que le 5 juin, donc hier, 71% des Russes affichent une attitude négative envers les États-Unis, ce qui Surprenant. constitue un record historique, attention, relève un sondage réalisé par le Centre indépendant d'études de l'opinion publique de Levada. Donc, les Russes sont aujourd'hui anti-américains. On ne sait pas pourquoi, en tout cas. Hein. On ne sait pas si s'est passé quelque chose en Crimée, peut-être, ou ailleurs, ou même Poutine, je suis pas sûr qu'il aime beaucoup les États-Unis. Je sais pas, en tout cas, on va bien voir. En tout cas, aujourd'hui, les États-Unis, avec ce fabuleux hymne américain magnifique. Maxime, fais gaffe, tu vas saigner hein, si t'écoutes ça. Ah, mais j'ai pas le casque. Ok, hein, de bah, toute je façon, préfère ça pour donc, toi. C'est très bien. Donc aujourd'hui, l'anti-américanisme, et j'attends que l'hymne se termine, mais je l'arrête tout de suite. L'anti-américanisme prend beaucoup de place aujourd'hui, mais on y met un peu tout ce qu'on veut en fait. Du complotisme, on en a peut-être un représentant ici. Non, je rigole. Du complotisme américano-sioniste, de l'anti-américanisme primaire par les dominations des États-Unis qui domineraient aujourd'hui l'Europe. Par le biais du commerce, par exemple, on va en parler avec le TTIP, justement, ce partenariat transatlantique qui va normalement être mis en place si le Congrès des États-Unis l'accepte et le acte, ce qui n'est pas sûr, justement, donc on verra bien si Obama a perdu une carte là-dedans. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, l'anti-américanisme, ça regroupe beaucoup de choses. Et tout d'abord, j'aimerais bien vous entendre chacun un par un, très rapidement, tous, très succinctement, sur ce que pour vous, et Maxime, j'ai dit succinctement, Ah, justement, ouais, pour vous, j'aime pas ça. l'anti-américanisme, allez, je vais vous laisser trois possibilités, trois phrases qui vont vous dire, pour moi c'est ça, ça et ça. Maxime, je te laisse la fin quand même. Vas-y. Oh, le Allez, allez, on va commencer, on va faire le tour de la table. Anti-américanisme, Hugo, ça t'évoque quoi? Trop tard. Vincent, je rigole. Non, vas-y, pour toi, ça remet quoi dans l'anti-américanisme? Bah, un peu tout ce que tu as dit finalement, voilà, cette haine des États-Unis, pour quelles raisons? Pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'ils interviennent militairement, parce qu'ils interviennent culturellement par le soft power, parce que ouais, ils sont omnipotents d'un point de vue économico-financier. Est-ce qu'on critique l'État américain? Est-ce qu'on critique les entreprises? Voilà, on met tout ça. On met tout ça, très bien. Non. On va faire le tour de la table, après vas-y, j'en viens à toi. Vincent, un peu tout ce qui a ouais, été dit. un peu pareil, quoi, parce que tu as ceux qui remettent en cause l'existence même des États-Unis, enfin le modèle démocratique fédéral. Tu as d'autres qui vont plus remettre en cause l'unilatéralisme militaire ou dans les organisations internationales, donc c'est très vague. Enfin, tu regardes en Angleterre, tu as des gens qui sont contre justement ce fait où l'Angleterre, le Royaume-Uni a largement suivi depuis 10-15 ans les États-Unis au niveau de la démocratie internationale. De la politique internationale, pardon. Et par exemple, tu vas avoir en Iran des gens complètement différents qui là vont remettre en cause l'existence même des États-Unis, leur modèle, le modèle politique national même. Baptiste, Bah, t'as demandé très succinctement, donc moi, succinctement, c'est bien. Merci. c'est le leader du monde, donc il assume ce rôle. Quand t'es leader, t'es l'hégémon, et à partir de ce moment-là, l'anti-américanisme pour moi c'est l'anti-hégémon, et à partir de ce moment-là c'est tout ce qui représente les États-Unis, l'anticapitalisme, l'anticulture états-unienne, tout. Voilà. À partir du moment où c'est le leader mondial. Donc, voilà. Oui, parce que c'est sur tous les plans, on rappellera justement qu'il y a des critères qui déterminent les hyperpuissances, qui après déterminent que seuls les États-Unis aujourd'hui. Pour moi, voilà, c'est surtout l'hyperpuissance. L'anti-américanisme, c'est surtout C'est l'anti étonnant. numéro 1. Oui, voilà. Maxime, j'ai dit succinctement. Je sais pas, juste quelques mots alors comme ça. Anti-américanisme, moi ça m'évoque Geronimo déjà. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est le plan Marshall, c'est le TT-Tainment, c'est le 11 septembre, c'est Colin Powell, les viols d'anthrax, les armes de destruction massive, c'est le dollar, c'est les séries, Hollywood, c'est... McDo, Coca-Cola. Voilà, voilà, c'est tout ça quoi. Tout ça, donc tout, Ouais. tout ce qui incarne les États-Unis aujourd'hui. C'est tout ça, ouais. Donc en fait, anti-américanisme, en fait, on y met la haine de le l'Amérique. Maxime, quoi. Voilà, en fait, on met Maxime, on comprend. Voilà, donc on va passer justement des États fédéraux aux petites régions avec leurs spécialités, avec les crevettes, et puis on fait un mix et hop, on a le projet de Maxime. On a vu très récemment avec les opérations militaires qui sont voilà
qui se sont déroulés successivement avec les différents présidents. On voit aussi voilà, un unilatéralisme dont parlait Vincent, justement. Moi, est-ce que vous ne pensez pas, c'est la question qu'on peut se poser, si l'anti-américanisme ne dépend pas, sur le plan politique en tout cas, peut-être pas sur le plan culturel, mais est-ce que ça ne dépend pas des présidents? Moi, j'ai l'impression que l'anti-américanisme était beaucoup plus puissant aujourd'hui. Alors, peut-être que Obama le cache, hein, me dira Maxime, mais en tout cas, l'anti-américanisme était plus puissant quand c'était Bush, avec les opérations justement en Irak, etc. On se souvient de tout ça. Ou et on a l'impression qu'il est moins fort avec Obama. Peut-être qu'il est justement dans des logiques multilatérales. Baptiste, peut-être? Bah moi j'aurais été d'accord avec toi il y a peut-être 4-5 ans, c'est sûr, mais je pense que justement euh, Obama a marché sur la vague de l'après-Bush et il y a eu un anti-américanisme amoindri à partir de ce moment-là. Mais je pense que comme on voit, par exemple, ça m'avait pas frappé, mais par exemple le coup des affiches pour toutes les filles qui sont actuellement emprisonnées par Boko Haram, je crois. Bring back our girls. Voilà, Bring Back Our Girls. Et il y avait justement Michelle Obama qui avait fait cette petite image aussi, cette petite photo. Et justement, il y avait eu un mouvement inverse qui avait fait du bruit, qui avait été Bring Back Your Drones. Et à ce moment-là, j'avais compris que moi aussi, je me suis dit, voilà, Obama, c'était pas parce qu'il y avait Obama qu'il y avait plus d'anti-américanisme. Est-ce qu'il n'est pas moins fort? C'est la question que je posais notamment sur le plan politique avec les guerres. Il est sûrement moins fort, mais à partir du moment où de toute façon Bush a lancé une guerre, il a été à l'émergence de 2 guerres même. À la base de ces 2 guerres, c'est obligatoire que dans un conflit, quand tu crées un conflit, les antis sont plus forts sur le créateur que sur ses successeurs. C'est obligatoire, mais je pense que voilà. Disons que Bush est tellement loin que celui qui arrive derrière, de toute manière, sera peut-être moins jusqu'au-boutiste. Et puis Obama s'est retiré de ces 2 guerres même. C'est de toute façon, comme tu dis, c'est l'anti-américanisme, c'est contre l'hégémon. Donc c'est forcément la personnalité qui incarne ce pouvoir qui va la représenter le mieux, les critiques. Dans ce cas-là, si c'est conjoncturel, on va dire que l'histoire... Non, pour moi, c'est pas conjoncturel, mais justement, le fait qu'il y ait, on va dire, des degrés d'anti-américanisme, il y a toujours d'anti-américanisme depuis un certain temps, mais il y a des phases plus ou moins élevées d'anti-américanisme. Et voilà, Bush était sûrement l'une des phases les plus grosses. Mais est-ce qu'on a l'impression, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est peut-être, on va peut-être généraliser ça au monde entier, et c'est peut-être pas très bien de généraliser, diront les historiens, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on balance États-Unis comme ça sur le fond de la scène, en fait, c'est comme une figure un peu concept entre, d'un côté, ceux qui vont prôner la liberté, donc là, on a justement les commémorations du 6 juin 44, où les Alliés sont arrivés, ont débarqué, c'est le symbole de la liberté, c'est un petit peu ça qu'on a, devant les films et Hollywood, la liberté, le rêve américain, qui en fait n'existe pas vraiment, enfin pour moi, mais c'est un très bipolaire entre l'unilatéralisme, le Bush, les actions militaires avec des intérêts ou non, et d'un côté une figure un peu concept, de la liberté, pas de l'égalité, mais de la liberté du moins. On varie en fait entre des choses qu'on maîtrise pas vraiment, j'ai l'impression. Ben oui, et ça va exactement avec, je pense moi, que ça va exactement avec ce que je disais, c'est-à-dire c'est un anti numéro 1, c'est-à-dire qu'un numéro 1, on l'aime parce qu'il fait énormément, il est numéro 1 parce que... Mais est-ce qu'il est numéro 1 sur les guerres, par exemple? Il fait énormément de choses et il est numéro 1 aussi, les États-Unis sont numéro 1 dans l'esprit, au niveau économique, à tout point de vue, au niveau sportif. On peut regarder sur tous les plans, les États-Unis sont à peu près numéro 1. Et je pense que voilà, dans la tête des gens, les États-Unis, c'est énormément de héros, énormément de sacres, et d'un autre côté, c'est dans le revers de la médaille, c'est énormément de bavures énormes. Et je pense que c'est un petit peu, des numéros 1, des hégémons comme ça, aussi forts, c'est difficile qu'ils soient pas, finalement, que les critiques soient pas aussi fortes que les adorations. Je crois que, je sais pas moi, quand il y a des idoles, quand on idolâtre certains chanteurs, de l'autre côté, ou même certains héros, comme pour Che Guevara ou des gens comme Castro, ceux qui l'aiment l'adorent, ceux qui le détestent le détestent. Enfin, voilà, ça laisse pas indifférent, quoi. Ça laisse pas indifférent. Et voilà. Hugo, et après Maxime ou Vincent, qu'on verra. Non, ce que tu disais était très intéressant. Tu mettais en avant que quand on parlait des États-Unis, on parlait d'un système politique, d'un système de valeurs. C'est tout à fait ça.
quand on parle de l'Occident non, de l'Occident oui, quand on parle de l'Occident, on va tout de suite penser aux États-Unis et c'est toute la farandole de pseudo-valeurs, voilà, on va dire toute cette farandole de caractéristiques civilisationnelles, si on peut dire, qui suit. Et voilà, donc il faudrait suivre ce modèle-là, ce modèle de démocratie, ce modèle libéral aussi, c'est un modèle économique avant tout, voilà, c'est politique avant, voilà, politique c'est avant tout. un modèle C'est avant tout un modèle C'est politique. avant tout un modèle politique. mais qui s'accompagne largement d'un modèle économique. Oui, mais je veux dire, le Oui, mais à la libéralisme base, politique, c'est un la petit politique, peu vraiment l'économique. avec Faut la pas voilà l'oublier, on a la tendance à convention de trop Philadelphie, l'oublier, on a etc. tendance à C'est trop quand même l'oublier, ça. avant tout le modèle du libéralisme, de la représentation et pas de la représentativité, que je pense qui plairait beaucoup plus à Maxime. On verra tout à l'heure. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si des gens ne connaissent pas du tout ces trucs-là, c'est-à-dire qu'on balance ça comme ça, c'est-à-dire qu'on va dire libéralisme politique, libéralisme économique. Je parle pas pour nous, hein, parce qu'on est voilà, on a un petit peu étudié ça, mais en tout cas, c'est la liberté politique, c'est le capitalisme et du coup l'esprit Voilà. concurrentiel anglo-saxon, du coup, on va dire ça comme ça, un petit peu dans les logiques de concurrence. Voilà, comme une figure Mais concept. Voilà, j'avançais. Tu parles de libéralisme politique, c'est vrai. Voilà, il faut penser aussi le libéralisme économique, donc le libre-échange. On parlera On en parlera du voilà, on TTIP, parlera du voilà, partenariat transatlantique. TTIP, ouais, qui a changé de nom entre temps. Oui, bref. Bon. Bref, voilà. TTIP, à la française. L'accord transatlantique Voilà. qui va être mis en place. Voilà, ça met ça largement en avant. Vincent, peut-être une petite réaction ou on verra plus tard. Non. Bon alors Maxime, t'as l'autorisation de parler. Je t'autorise. Alors c'est quoi la question? C'est qu'est-ce que tu penses de on vient de dire des choses. Si tu nous as écoutés, j'espère que tu étais parmi Ouais, nous d'accord. pour un sujet qui te plaît et figure Bah, concept. Est-ce qu'aujourd'hui c'est bien, enfin c'est rationnel selon toi de mettre liberté politique en venant des États-Unis en parlant notamment d'un système politique libéral? Est-ce que c'est bien aujourd'hui de voir les États-Unis comme ça ou si c'est, enfin, Bah, je pense qu'il y a quand même une partie de propagande, hein. Mais partout. Parce que le côté, c'est sûr, hein, c'est Partout. séduisant, le self-made man, le mec qui part de rien, il est pauvre, mais sur la base de son mérite, il peut gravir les montagnes, être au sommet, etc. c'est dépassé sûr. ça. Je pense que ça a existé, je pense, mais c'est terminé dans cette société des États-Unis. Je pense que c'est plus vraiment le cas. Et sur l'anti-américanisme, moi, oui, d'une certaine manière, je peux me considérer comme anti-américain. Maintenant, qu'on se comprenne, parce que après, il y a toujours une connerie qui consiste à penser que si je croise un Américain, j'ai envie de l'insulter, quoi. Bon. T'en veux plus à l'État américain? C'est-à-dire que c'est toujours, c'est le pays et c'est ce qui émane de lui. Disons que je m'en prends plus à l'élite, c'est-à-dire au sommet de la pyramide qu'à la base, qui à mon avis est victime elle-même de son élite, comme en France. Je veux dire, et puis d'ailleurs aux États-Unis, t'as beaucoup d'Américains dans l'anti-américanisme d'ailleurs, comme t'as beaucoup de Français qui sont contre le gouvernement Hollande. C'est donc bon, voilà, c'est déjà une petite distinction à faire. Quand je dis que je me considère comme anti-américain, c'est pas contre l'américain de base, quoi. Mais j'ai donné quelques mots tout à l'heure et c'est vrai que mon anti-américanisme, il se nourrit de ça. C'est déjà l'histoire américaine. Ça fait un peu penser à l'histoire israélienne d'ailleurs. Et bon, c'est si tu veux, l'histoire américaine, c'est quand même une population. Tu parles de la colonisation quand tu dis ça? Ouais, oui, déjà D'accord. sur le caractère très violent et très rapide, si tu veux, de l'installation rapide et violente, brutale, d'une population, en décimant une population qui existait déjà là, quoi. Là, en l'occurrence, quand j'ai dit Geronimo, voilà, c'est les Indiens d'Amérique. C'est là, pour le coup, le génocide de l'histoire, c'est vraiment les Indiens. Et puis, si tu veux, tout ce que je vomis de mon époque, c'est vrai que moi, je pense, j'aurais pas dû naître à cette époque, je crois. Mais finalement, je retrouve beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de décadence, de dégénérescence. Et que, si tu veux, l'épicentre de cette dégénérescence, ça vient des États-Unis. Quand on dit d'ailleurs Occident, c'est marrant parce que l'étymologie du mot Occident, c'est oxyre, oxydé, si tu veux, c'est cette même racine de déclin déjà. C'est comme si en lui-même, déjà, dans son propre nom, déjà, il porte le déclin en lui-même, quoi. Et tout ce que je dénonce, tout ce qui m'indigne un peu dans la société française, dans le monde qui m'entoure, je me rends compte que c'est issu des États-Unis de manière générale. On le voit le plus, c'est au niveau culturel déjà. Je m'agace de certaines. Là, on parle vraiment du petit détail, hein, du petit détail. On ira au gros après. Au plus gros après. Mais disons déjà la manière que si tu veux, les gens, la manière dont ils parlent, de plus en plus déjà, il y a beaucoup d'anglicisme et il y a beaucoup de
même sans utiliser des mots anglais, c'est au niveau syntaxe. Déjà. Je remarque de plus en plus ça. Ouais, c'était juste magnifique, c'était juste génial. Tu sais, c'est le just amazing. Et ça, c'est. Si tu veux, moi je connais pas trop ça parce que je regarde pas trop tout ce qui est séries américaines, tout ce qui est télévision et tout. Et c'est du coup par moment, parce que je peux quand même pas échapper à un tel matraquage quand même. Donc il se trouve toujours un moment où je tombe dessus. Et c'est marrant parce qu'en regardant, j'analyse et je me dis, mais en fait, ça vient de là, quoi. Ça vient de là, le wow, just amazing. Tu vois, ces trucs-là que je retrouve en soirée quand je vais entre copains ou quoi. Puis c'est un truc que je remarque, je dis, c'est marrant, ils faisaient pas ça avant, puis ils le font maintenant. Et cette espèce de truc de tyrannie comportementale, déjà, rien que dans les manières. Ça, si tu veux, c'est vraiment le niveau le plus local où tu peux le remarquer, déjà. Cette espèce de décadence, je trouve, parce que c'est un abaissement du vocabulaire. Il y a une part de déterminisme aussi, Maxime. C'est une part de culture, de musique. Est-ce que les États-Unis ont voulu ça Juste 2 secondes. Ah, pardon, vas-y, Non, mais après, je te laisse juste. Tu penses pas aussi qu'il faut inverser les choses et se dire justement, c'est à nous de se dire peut-être qu'il y a un problème aussi. Pourquoi on continue pas à parler français? Pourquoi on n'arrive pas à garder, à perpétuer certaines choses? Ou c'est pas forcé. Il faut pas mettre tout sur les États. Enfin, je veux dire, remettre la faute sur les États-Unis parce que nous, on leur prend des mots anglais. Je veux dire, je vois pas. La France joue aussi beaucoup sur ça d'ailleurs. Versons dans le complotisme. Ça, c'est après. C'est théorisé. L'abrutissement des masses, parce Vas-y. que c'est ça dont il s'agit, c'est théorisé. C'est voulu. Et il y a des gens, il y a des noms, il y a des cercles qui pensent, qui le théorisent et qui le mettent en œuvre. Je pourrais donner un nom par exemple de monsieur Brzezinski. Un type, je rebondis du coup sur ce dont vous parliez entre Obama, la différence avec Bush, etc. Bon, des pantins. Derrière, on a des gens qui sont là, cueillir Bush ou cueillir Obama, ils sont là. Brzezinski fait partie de ces gens-là. J'aurais pu parler de Kissinger aussi. Brzezinski, c'est un type qui théorise ce qu'il appelle le tititainment. C'est en gros l'équivalent du pain et des jeux. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de considérer les couches populaires, si tu veux, le petit peuple, vraiment comme des abrutis, et de se dire, c'est pas à eux de gérer les affaires du monde, c'est à nous, c'est nous l'élite, et donc, pour les occuper, il faut les divertir. Et donc, on va avoir cette espèce de tyrannie du divertissement, et ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, et c'est relayé par un certain nombre de réseaux jusqu'en France. Bon, donc, je sais pas que je veux pas être méprisant au sein des masses, mais en même temps, il faut pas non plus leur prêter une intelligence qu'ils n'ont pas. Et face à un tel matraquage, c'est impossible de résister. C'est impossible de résister à un tel matraquage, ça commence dès l'école, dès le plus jeune âge, tu peux pas résister à ça. Il y a une part de déterminisme. C'est de plus. Oui, enfin d'influence. Oui. Voilà. Hugo, juste. Alors qu'on s'est bien opposé avec Maxime sur le débat d'avant, là je le rejoins totalement. Oh bah je suis surpris, tiens. Mais je dis totalement, pas tout à fait totalement, parce que alors ça c'est sûr que les T'as termes. crié la victoire trop vite, Maxime. Ouais. Les termes en anglais qui Même la grossissent en français, ouais, et même voilà, on copie la syntaxe. Sans se rendre compte, c'est ça qui est. Non, oui, sans se rendre compte. C'est vrai, parce que finalement, non, ce qui est ultra paradoxal, c'est que les Français copient l'anglais, mais les Français ne savent pas parler anglais. Et c'est terrible. Et plus français non plus. Et en plus, ils arrivent à perdre leur français. Non mais voilà, c'est qu'on parle une espèce de franglais, mais on n'arrive plus à ni parler français ni anglais. Et tu t'emmènes un Français à l'étranger, et dans un pays anglophone, il ne saura pas se débrouiller. Et il va continuer à parler franglais. C'est complètement ahurissant. La fin des spécificités régionales. Mais ça vaut pour ça aussi. Je vais compléter. Parallèlement à ça, quand on va dans un pays anglophone, on voit aussi un grand nombre de mots français. Oui, et ça, faut pas l'oublier. Mais ça, c'est le mondialisme. Mais l'anglais n'est plus anglais, le français n'est plus français. Non, mais on a une masse humaine unifiée, mondialisée. Mais la différence que je note, c'est que quand on utilise un mot français en anglais, c'est signe de distinction. Encore. Mais ça, mais ça vient d'où? Notamment. C'est récent ou ça vient du lointain passé? Notamment en cuisine. Voilà. Alors, ça vient du lointain passé. Oui, mais s'il n'y a plus de cuisiniers. Attends. On se foutait de ma gueule tout à l'heure. Mais s'il n'y a plus de cuisiniers, mais qu'il n'y a que des employés de banque ou de bureau, c'est fini la gastronomie française. Vous savez, on est les nains qui reposons sur les épaules d'un géant. C'est loin d'être le cas. Termine ton propos, Hugo. Juste pour dire, voilà, je pense que c'est encore signe, voilà, d'une certaine distinction d'un mode de grande valeur. Voilà,
Oui, se une distingue forme en de parlant noblesse, français. une forme de de noblesse raffinement. Voilà, sociale, quoi. une sorte de raffinement, tout à fait. Et le fait qu'il y ait des mots qui sont installés des mots français qui sont installés dans la langue anglaise depuis un bon moment. Rendez-vous. Voilà. Ouais, rendez-vous, Bon, rendez-vous, vis-à-vis, par Donc exemple. tu n'es pas d'accord avec Sylvie. Rendez-vous, mais juste. Ouais, Et moi, je fini suis à- d'accord avec ça. Mais juste que je donne un deuxième point. Pour Tu dire- as un like de la part de Baptiste. Ah, c'est pour ça cool. que- Voilà, donc. Plus de likes que Tu la te sens page bien, de Maxime, Radio j'ai dit un like. Ouais, ouais, Vas-y, ça va. finis ton propos, Baptiste. Voilà, mais par exemple, Hugo, mais ça, pardon. j'en perds mon micro. Oui, Et c'est ça, déboulonnant ce terrible. que tu dis. Pardon, Voilà, c'est pas on drôle. parle de like. Pourquoi on parle de like? Je comprends pas. On peut dire un j'aime, voilà, c'est la même chose. J'aime aussi. Mais voilà, quand on comptabilise, on parle de. Oui, c'est vrai, c'est marqué j'aime, mais il y a souvent j'ai liké ça. Voilà, ou j'ai ouais, liké c'est vrai. ou j'ai la page à 100 likes. Je voyais la pub d'IBM la dernière fois. Hum. Pourquoi ils parlent en anglais dans la pub? Les pubs de parfum aussi. Ils sont complètement. Mais cons. c'est-à-dire qu'ils parlent français avec un Oui, on a accent fait anglais. bien quoi. zoomer, Voilà. là, hein. Faut- Mais faut c'est vrai, dézoomer, la pub c'est quoi? Là, C'est on est dans du Chanel. très local, là. Chanel, c'est Gaspard Ulliel. Ok, c'est tourné par comment il s'appelle, Scorsese. Mais ça reste un mec français. Il pourrait parler français. Ça serait plus logique, d'autant plus que c'est Bleu la Chanel. pub. Mais est-ce que le fait, américain. je laisse parler Baptiste, mais est-ce que, Bien sûr. oh, et que ça il répondra en même temps, mais est-ce que le fait aujourd'hui et je vais apprendre encore un mot anglais, est-ce que le fait aujourd'hui de pouvoir parler anglais, est-ce que c'est pas un peu à la mode, Baptiste? Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, à la limite, c'est pas c'est pas un certain fond, il y a deux fonds. Et je suis pas d'accord avec toi sur un fond, et je peux comprendre le fait que on puisse pas aimer le fait que voilà, on emploie trop de mots anglais et qu'on n'utilise pas assez la langue française. Et moi, je peux le comprendre ça, et parfois aussi, ça m'agace, notamment au niveau musical. Mais après, dire que c'est une forme d'emprise américaine sur nous et au niveau... Non, parce que quand tu vas à l'étranger, déjà c'est une forme de distinction, mais il faut comprendre aussi que peut-être qu'il y a moins... déjà eux, ils prennent énormément de mots à nous aussi, et souvent, voilà, c'est plutôt pour montrer on va dire, une certaine noblesse, et donc, déjà d'une. Et en plus, parce que, excusez-moi, les baguettes, les ci, les là, de temps en temps, à toutes les rues. Mais s'il n'y a plus de boulanger. Non, mais écoute, et en Ouais, plus, non, mais et en c'est plus, cohérent, et hein. en plus, c'est tout simplement lié à la langue et au fait que musicalement, par exemple, moi j'aimerais que les paroles soient un peu plus, par exemple, chez certains rockers, on fasse un peu plus de certains genres musicaux, on utilise un peu plus la langue française dans certains genres musicaux, mais c'est dû à la langue anglaise. Il faut savoir qu'on utilise plus de mots anglais aussi parce que la langue anglaise est plus facile et sonne mieux et plus Sonne mieux. mélodieuse. Et Ah non, plus mélodieuse. ça c'est de l'endoctrinement. Non, ça. non, mais non. De trouver qu'un truc est plus mélodieux. Écoute-moi, entre un rock anglais et un rock français, écoute-moi, les paroles de certains rockers anglais, elles sont pas plus évoluées que les rockers français. C'est souvent même encore plus ridicule. Le problème, c'est que c'est plus mélodieux, ça va mieux, ça passe mieux. C'est comme ça. C'est tout le temps. Ça passe mieux parce que la plupart des gens ne réfléchissent Comment pas à est ce qu'ils éduquer disent. l'oreille? Oui, Comment oui, ça mais- revient Non mais attends, parce que- entre le fond et juste- la forme, ça diffère. C'est-à-dire que le fond, c'est peut-être des paroles au même niveau que les Français en font aujourd'hui, Mais mais c'est c'est pire. peut-être le lyrisme, le fait de chanter anglais, c'est peut-être ça que veut dire Baptiste aussi. Mais c'est ça. Mais est-ce que, et je rebondis, est-ce que c'est pas le fait on était habitué à des belles chansons anglaises? C'est-à-dire qu'on a l'habitude aussi d'entendre Led Zepp, d'entendre des grosses musiques aujourd'hui qui font ça. On a Exactement. toujours entendu ça, Exactement. et Ah, on mais n'est pas conditionné du coup. c'est qu'à un moment donné, mais- musicalement, ça passait mieux. Et donc, ceux qui ont le plus éclaté, c'est les Anglais. Et c'est ceux qui étaient anglophones. Et à un moment donné, voilà. Et c'est comme quand tu disais, par exemple, on parlait des boulangeries et tout ça, et tu disais, nous les Français, on sait peut-être pas trop parler anglais, mais on utilise les mots anglais. Oui, mais c'est pareil, eux ils font du pain, ils mettent baguette dessus, et le pain il est dégueulasse. Je veux dire, à un moment donné, c'est que il y a certains, voilà, au niveau sonorité, l'anglais a toujours, au niveau musical, est toujours passé mieux. Et voilà, c'est plus mélodieux, ça passe beaucoup mieux. Et voilà, Non, bon, moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est sûr que ça. En fait, c'est-à-dire que. Comment dire, c'est plus mélodieux quand il s'agit de musique anglaise. Et quand des Français cherchent à singer de la musique anglaise, ça fait pas bien, parce que la copie vaut jamais l'original. Maintenant, dire que, de manière générale, l'anglais sonne mieux musicalement, non, je suis pas d'accord. Maintenant, les Anglais, il y a eu C'est une pas dire culture qu'il y a pas la langue musicale... française, hein. Non, bien sûr, mais je veux dire que ça sonne mieux. Il y a toute une culture musicale anglaise, c'est sûr que quand on cherche à la singer...
bah voilà, la copie vaut pas l'original. Et pour dire que, en gros, c'est équivalent aussi sur l'autre argument qui consiste à dire que oui, on prend des mots anglais, mais eux aussi prennent des mots français. Attends, mais dans quelle proportion? Combien y a-t-il aux États-Unis, parce qu'on parle des États-Unis, mais même en Angleterre, enfin en tout cas dans les pays anglo-saxons, combien y a-t-il de séries françaises qui passent en boucle sur les chaînes de télé? Tandis qu'en France, de quoi on parle? C'est en termes de proportion. En termes de proportion. Et même sur la télé française, combien y a-t-il en proportion de séries américaines plus que de séries françaises? Je veux dire, c'est dérisoire. Donc là, Non mais attends, Mais ça, c'est pas un phénomène de production. Aussi. ah mais pas encore une fois. Oui, mais là, moi j'interprète ça, excuse-moi, comme de séries- l'endoctrinement. Non, les C'est séries, pareil. les séries Canal+, elles déboîtent, et parce qu'elles ont de la prod, et parce que derrière, il y a de l'oseille, et parce que derrière, ils savent faire les choses. C'est une dans le machine de vocabulaire. production. C'est une machine de production aussi, les Non, États-Unis. il faut pas non plus. Ils savent faire ce qu'ils Ça, vendent. c'est qu'ils vendent. que justement, en fait, moi, je suis pas contre ça, mais justement, dans cet anti-américanisme exacerbé, il y a justement des moutons. Il y a des moutons dans Moi, ce je genre de le choses. justifie. Il y a Ouais. des moutons en fait. T'as- C'est-à-dire que justement, il y a un endoctrinement et on oublie tout ce qu'il y a à côté. On oublie tout ce que justement, et ça en fait, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut aller ailleurs pour voir comment tu peux être fier d'être français quand tu es ailleurs et quand tu dis à la première personne que tu rencontres, quand tu lui serres la main et qu'elle te demande ta nationalité, que tu lui dis français, je vais te dire, Oui, il y a quand même encore une belle fierté. Oui, mais Et- sur cet Enfin, je sais argument-là, pas. il faut dire que tu utilises à ton compte un héritage qu'en même temps, tu contribues à faire disparaître. Tu te prévaux finalement en disant je suis français, je vais dans un pays étranger, je jouis d'un certain prestige. Oui, mais un prestige qui repose sur une époque passée, qui est en train de se terminer et qui est en train de décliner. Et quand je condamne quand je condamne l'américanisme de cette manière-là, c'est parce qu'effectivement, il est l'un des responsables de, si tu veux, de la destruction de cet héritage que tu aimes finalement. Non, mais ça c'est hyper subjectif. Et c'est surtout, en plus, je voulais revenir sur cette histoire de déclin. Cette histoire de déclin, ça m'a toujours fait rire. Ça, Nietzsche en parlait. Tous les philosophes ont parlé à toutes les époques du déclin. Il y a toujours du déclin à chaque époque du monde. Bon. Il y en a toujours. Alors, sur la situation économique, Et je veux dire, trouve-moi un précédent. non, mais je suis Trouve-moi d'accord, un mais précédent sur la justement, situation, je suis d'accord, sur le mais niveau de justement, l'éducation là, nationale. Tu fais du déclin économique, Sur- un déclin civilisationnel. Bien sûr. Un déclin. Parce que l'économie n'est pas un pilier civilisationnel. Une civilisation qui ne sait pas déjà gérer son économie, tu lui donnes combien d'espérance de vie? C'est-à-dire, Mais non, mais l'économie est un pilier. de la Excuse-moi, civilisation. l'économie, ça fait pas écrire des bouquins. Je vois pas le rapport. Bah justement, nous, on décline pas forcément culturellement parce que notre économie, elle va pas bien. Alors oui, et sur le niveau de l'éducation Il faut pas- nationale. Pas de truc, je veux dire, sur la culture, sur l'intellect, Non, non, mais sur l'évolution de l'éducation nationale, de savoir que le niveau c'est pas avec lequel l'éducation on nationale. sort quand on- Je peux parler de culture, c'est pas l'éducation nationale qu'on fait des chanteurs. Est-ce que qu'on ça fait des serait pas écrivains. lié par exemple la faillite de l'éducation nationale? Parce que oui, moi je maintiens bien que c'est un déclin, que c'est une faillite. Est-ce que ça serait pas étroitement lié notamment à la prolifération de séries américaines? Est-ce que ça n'a pas un impact justement sur les résultats scolaires par exemple? Non, là, je crois que là, on va. Non mais je veux Non. dire, pour moi tout ça c'est un tout cohérent. Quand je me dis Et pourquoi, quand je- pourquoi ça va à l'encontre de l'éducation de regarder des séries américaines? Bah parce que quand tu passes ton temps à regarder des séries qui justement te suggèrent de regarder l'épisode suivant et l'épisode suivant et l'épisode suivant, puis quand t'as fini tu regardes encore et tu passes ta journée et finalement toute ta vie dans un ordinateur. Et en termes de concentration, on va parler d'un... Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas une question d'américain. Je parlais d'où vient l'épicentre. Ça vient d'où les séries américaines? Bah, ça vient... Des États-Unis. Mais Donc les c'est séries, l'épicentre. Mais les séries, ça vient pas des États-Unis, les séries. Mais oui, mais actuellement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les séries sont Oui, américaines. non, mais ça c'est parce que nous on regarde les séries américaines parce qu'elles sont meilleures. Mais les plus belles. Mais de la ça, vie- c'est ton mais les avis. plus belles de la vie, il y en a des millions qui regardent parce qu'ils adorent. Oui, mais Plus belle la vie, c'est encore ça, une c'est- fois les Français qui cherchent à singer. Là, la série américaine, et encore une fois, ça peut pas Non, marcher. faut pas, par contre, il faut pas. Non, là, Ah, faut- mais non. attends, Non. c'est comme Non, mais à ce moment-là. le cinéma. Il n'y a pas de cinéma français en réalité. Ah, Hugo, si, peut-être. mais si, Il y a Hugo, une attendez. époque, la fameuse époque On dont va- tu parlais, où on va laisser justement. Hugo après. Bon, vas-y. d'accord. Vas-y, on laisse Hugo Non, réagir, non, après tu Écoute, rebondis. juste les petits mouchoirs, c'est français. Justement, j'allais te parler de Godard, mais justement, tu allais me dire des choses, c'est du déclin. Non, il y a encore des films que tu vois qui ressemblent pas à des films américains. Ouais, non, si, c'est tu vrai, vas- là-dessus, oui, Hugo c'est va vrai. réagir et après Oui, tu- sur les petits mouchoirs, mais d'accord. Oui, je veux Hugo. bien me laisser Non, comprendre je suis- là-dessus, ouais.
comme je l'ai dit en introduction, ouais, je suis plutôt d'accord avec Maxime, encore une fois. C'est vrai qu'il y a une hégémonie américaine, on peut pas le nier d'un point de vue culturel. Mais est-ce que c'est pas la production américaine qui est en cause plutôt que l'Amérique en tant que soi? Mais voilà, après... Je parle de l'élite, je parle Non, pas mais du pour la question que je pose, ça veut dire que je suis McDo, d'accord avec les autres. C'est Voilà. ça que la question que Baptiste te posait. Et ça, c'est justement en vouloir- C'est des studios en vouloir de parce qu'ils sont production, c'est Hollywood d'abord. Maintenant, voilà, c'est des studios de production, des séries qui se développent largement. J'en ai perdu mon fil. Tu disais justement expliquer pourquoi Ah oui, voilà. l'importation des films. Mais ça c'est pas nouveau, c'est juste une forme nouvelle du soft power. Voilà, c'est passé par les films d'abord, ça passe toujours par les films. Voilà, au box-office, c'est quoi au box-office mondial, c'est quoi les films qui marchent On mieux? demandera à Robin. Ouais, il y a Robin et son équipe qui passe juste après pour Cinebdo. Les films qui marchent le plus, c'est Harry Potter, c'est Iron Man 3, c'est La Reine des Glaces, c'est des films comme ça. Voilà. C'est une grosse production. Voilà, c'est c'est Warner des- Bros. C'est les trucs. C'est ce qu'on Disney, cherche à faire, quoi. c'est Marvel, voilà, c'est des grosses boîtes américaines. Mais pourquoi ça marche? Peut-être parce Mais- qu'actuellement on n'arrive pas à les copier. Mais Exactement. Là, mais soft ce- power, ils ont ce- inventé soft power, ok, mais ils l'ont inventé avant tout le monde. Et nous, on fait quoi? On essaie de faire du soft power parce que Mais- c'est la meilleure façon de le faire. Mais voilà, mais la France fait aussi du soft power quand elle vend sa gastronomie, par Exactement. exemple. C'est du soft power. On vend la culture française, on vend la joie de vivre, on vend l'art de vivre. Oui, mais ces est-ce que choses-là. c'est dans un Donc but c'est pas de Ouais. l'anti-américanisme, c'est de l'anti-bon, c'est de l'anti-meilleur, c'est de l'anti celui qui fait les Alors, choses avant. Mais Faudrait que- non, parce juste si je peux avoir la parole, vous êtes voilà, Longtemps tirez la bourre écharpé, pendant, alors, voilà, on tirez verra. la bourre pendant un moment, j'ai pas parlé. Oui, mais voilà, s'ils sont meilleurs, c'est pas, ça veut pas. Alors, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que on vend du meilleur, c'est pas forcément le meilleur, c'est ce qui déjà arrive à le mieux se vendre. Oui, Enfin, c'était pas une question juste de meilleur. Mais Ça se vend mieux, quoi. voilà, ça se vend mieux. Ça, on est sûr parce que il y a plus de médias, il y a plus de Je vais pas sur le fait. de vendeurs, on va dire, communicants. Et puis, voilà, il y a plus de moyens dans la production. Et la France, quand elle essaye de faire des séries, excusez-moi, mais Plus belle la vie, voilà, c'est ce qui marche le mieux en France en termes de production française. Avant, c'était Sous le soleil, ça casse pas trois pattes à un canard. Et aujourd'hui, juste, si tu peux me laisser finir, aujourd'hui, la France est tellement désespérée, Canal Plus mis à part, qu'ils essayent juste de faire des séries directement en anglais avec des scénaristes anglais. Voilà, on essaie juste, quand je dis anglais, pardon, états-unien, on essaie juste de copier au final. Donc voilà, on ne crée plus vraiment, mis à part voilà ceux qui ont de l'argent et des idées, qui est en France seulement Canal+. Mais est-ce que c'est pas l'anti-américanisme? Non mais justement, moi ce que je dirais, c'est de l'anti-bon, voilà. Ce que je rajouterais, pour Mais- bientôt terminer cette émission, c'est que Attends, est-ce que non mais non, Eh, j'ai pas au pour début de ma terminer, réponse, pas hein. pour J'ai dit, c'est terminer, le détail, là, pas c'est le- pour la de la merde, terminer, là, ce pas truc sur pour le- terminer. T'inquiète On veut pas. pas parler du dollar. Non, la question que moi je me pose, c'est que les productions sont meilleures, les scénarios sont peut-être meilleurs aussi. On a une production qui est plus importante, donc des scénarios, une production qui est meilleure en soi. Mais est-ce que derrière, mais bien sûr, non mais ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être la même chose en France, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a autant de séries américaines. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un effet de mode. Moi, je suis désolé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle des États-Unis comme tout le monde va aller aux États-Unis. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens que moi j'ai rencontrés, oh, j'ai envie d'aller aux États-Unis pour voir. Il y a une espèce d'espèce d'exotisme en fait. Et moi, c'est l'impression que je m'en donne. Et je trouve que le fait d'avoir un soft power qui marche, c'est aussi parce qu'on a de notre côté un effet de mode qui marche vis-à-vis des États-Unis. Alors, on peut chercher les causes, de savoir si on a été colonisé culturellement par les États-Unis ou non. Mais pour moi, il y a un effet de mode qui se surajoute à une culture ou à une production qui n'est pas forcément meilleure que celle française, par exemple. Si, alors. Vas-y. Bon, c'est sûr que les États-Unis attirent, leur image fait rêver les Français. Voilà, une grosse partie des Français et des gens dans le monde en général veulent aller aux États-Unis. Après, parler d'exotisme, je trouve ça déplacé. Voilà, les États-Unis, c'est pas si différent que nous d'un point de vue culturel, on va y revenir. Mais on ne peut. Non, mais je veux dire, voilà, on est sur le même, quasiment sur un modèle, on va dire, proche. Voilà. Pour pas exagérer. En cours d'acquisition. C'est ça en fait. Mais il faut pas nier aux États-Unis la qualité de leur pays. Je veux dire, c'est un pays riche. Non. Bon, la balance commerciale est déficitaire quand même. Non, mais je veux pas. Je comprends ce que tu veux dire. Non, je parle pas riche économiquement. Des États-Unis. Je parle pas riche économiquement. Mais je veux dire riche au niveau du paysage. C'est un continent.
quasiment un sous-continent. Voilà, là, il y a des richesses paysagères, des richesses urbanistiques, des richesses humaines aussi, qu'on ne peut le nier. De ce point de vue, je comprends que des gens aient envie d'y aller. Mais si les gens ont envie d'y aller, c'est aussi et surtout parce que l'image des grandes villes, l'image de Las Vegas, de New York, Notamment véhiculée dans le cinéma. Véhiculée dans la culture, donc essentiellement dans le cinéma et les séries, fait rêver et fait vendre. Mais c'est bien joué. Après, je me rappelle l'année dernière, on avait eu un débat en cours sur comment vendre la ville. Et je ne sais pas forcément pourquoi on essaye de faire des clips pour Lyon ou pour Montpellier ou je ne sais pas. Le simple fait est que quand on fait un film, quand Woody Allen fait un film sur Paris, sur Rome, sur Barcelone, la ville est vue dans tout le monde. Et est-ce que tu peux rêver meilleure publicité que ça ? J'en doute. Quand New York est montré dans n'importe quel film, même dans Batman, où voilà, New York n'a pas son nom mais a son image, ou dans n'importe quel film, New York voilà, a sa publicité gratuite. Là, faudrait interviewer Maxou sur ce truc-là, parce que lui, il connaît bien justement tous les au niveau cinéma. Tiens, comment le cinéma, les industries du cinéma hollywoodienne utilisent justement ce média, comme il dit Hugo, formidable, je veux dire, en termes de taux de pénétration, si tu veux. Et comment ils utilisent ça à des fins de propagande. Attends, mais c'est juste 5 secondes, parce que là, Ouais. c'est sur le cinéma. Vas-y. Là, vous me parliez justement, quel est le festival de cinéma dans le monde le plus connu ? C'est le festival de Cannes. C'est toujours pareil. Là, vous me parlez, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le support. Oui, mais le support. quels sont les films qui vont être le plus vus ? Et alors Ceux qui sont récompensés aux Et Oscars. alors, qu'est-ce qui rayonne aussi ? La France. Est-ce que est-ce que les gens vont... Oui, non, mais je le reconnais très bien pour nous, on a Cannes. Mais est-ce que les gens vont aller voir le film des Frères Dardenne ? Oui, il y a des... Oui, il y en a. Ça Tant fait mieux. 30 secondes, les gars, là. Ça fait 30 secondes, là. Ça permet Sûrement, énormément de... mais je reconnais au Festival de Cannes sûrement une très grande qualité d'expertise. Les juges sont sûrement très bons, mais ce que je veux dire en termes d'efficacité, en termes de box-office, comment tu calcules le taux de pénétration d'un film ? Mais c'est normal, C'est le box-office. La langue anglaise est l'une des plus parlées dans le monde aussi. Mais oui, faut mais quand même- tu sais c'est pas doubler un l'hégémonie, film, ça. tu sais le vendre dans le monde. Mais il y a plein de Le films français film qui se vendent dans le Le monde. film qu'on a réussi à vendre, c'est The Artist, super, c'est muet. Non, il y a plein de films qui sont vendus, mais qu'après ils sont tout simplement réadaptés. Je pense à l'Enquête Corse, à plein de films qui sont... Non, il y en a... C'est pas les meilleurs en plus. Bah oui, non, mais il y en a énormément, comme le film aussi qui avait été fait, Les Frères Ennemis, avec Canet et Cluzet. Il y en a énormément, c'est juste des remakes, parce qu'après, il faut les foutre en langue anglaise, tout simplement. Mais voilà, mais est-ce que je te demande juste, est-ce que par exemple, en France, on va dire, ah non, je vais pas regarder Iron Man, c'est en anglais, ah je vais faire L'Homme de Fer. Non, on va pas faire ça, on va prendre et on va l'ingurgiter, doublé, c'est tout. Mais c'est parce que la qualité est meilleure. C'est parce que le Donc, film... donc tu es en train de me dire qu'on fait des bons films en France, mais qu'en fait, ils sont pas bons. Non, non. Si tu me dis, ils n'arrivent pas à les ingurgiter comme ça, ils n'arrivent pas à les regarder comme ça, on a besoin de les remodeler, faire un remake et... Et moi, je voudrais bien prolonger sur le dollar et tout, parce que j'ai juste dit l'anti-américanisme, le cinéma... Non, mais... Non, mais On va te laisser là, surtout que l'heure elle passe vite, donc on va se débrouiller. Ouais. non, ça en fait pas, mais c'est juste que voilà, c'est cette différence-là que eux, bah nous, on doit pouvoir ingurgiter Ouais, bah, quelque ça va être chose long, le mot de la d'américain, et eux, non, ils vont voilà, ils rachètent les films et après ils les refont à leur sauce. Donc finalement, ils ingurgitent toujours, ils vont toujours refaire à là, leur tu sauce. parles de cette spécificité. Moi, c'était pour mettre en cause l'anti-américanisme. Mais c'est pareil, justement. Nous, par exemple, on a au niveau organisation de festival, notre organisation de festival, c'est la meilleure du monde. Par exemple, voilà, ça c'est juste... Cocorico. Exactement. Après... Et c'est pareil pour énormément de choses, pour le pain, enfin je veux dire, on remet toujours les mêmes choses en compte. C'est-à-dire que, pareil, voilà, il faut mettre une étiquette, je sais pas, il faut mettre Bordeaux sur une bouteille de vin
pour qu'elles se vendent correctement à l'extérieur. Enfin, l'industrie viticole en France se porte très bien, c'est sûr, et l'Union européenne les favorise et les encourage. Et il y a beaucoup de projets de carrière dans le. Tu vas à les écoles, tu veux faire quoi plus tard? Non, mais je vais être pas tout viticulteur. confondre. On parlait d'anti-américanisme et de rayonnement. Moi, je te parle de ce fait que ces choses-là ne font pas l'anti-américanisme. Non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a un déferlement de la culture américaine sur le territoire français qui a détruit une grande partie de sa spécificité, de sa différence et de sa richesse, mais il subsiste quelques résidus, et au nom de ces résidus, tu voudrais nier complètement en fait la vague déferlante. C'est ça le problème. C'est que tu mets le doigt sur certains résidus qui restent. Non, mais c'est pas la vague déferlante, c'est le sens qu'elle a cette vague. C'est-à-dire lui dire qu'il y a de l'anti-américanisme par rapport à ça. Cette vague, elle est peut-être tout simplement que justement, quand on parlait de soft power... Tu vas dire que c'est bon, mais non. Non, c'est qu'il y a des fois, et ça aussi, il faut tout simplement, c'est une question de démographie aussi et de grandeur du pays. Ces gens-là ils sont beaucoup plus nombreux, donc à un moment donné aussi où ils inventent peut-être beaucoup plus vite que nous. Mais il faut le dire, le soft power, par exemple, ils l'ont mis en place, ils l'ont compris en place bien avant nous. Ils ont fait des choses Mais c'est parce qu'ils sont impérialistes et pas nous, c'est tout. Pour moi, c'est ça l'explication. Tu as toujours eu des peuples plus civilisateurs. C'est pas forcément parce que eux, ils nous l'ont amené, c'est parce que peut-être nous, on leur a pris. Il ne faut pas tout le temps faire penser que parce que eux, ils nous l'amènent, on leur prend. C'est peut-être parce que nous, on pense que ça, c'est la meilleure des choses. Il ne faut pas toujours voir le fait que c'est eux qui font la démarche. Non, il faut aussi prendre que nous, en tant que clients, on fait la démarche d'acheter leur truc. On ne demande rien du tout, on nous impose les choses. Ça, c'est prendre les gens pour des gagachos. Le tititainment. Non, mais c'est le gens pour des gagas. C'est le tititainment, c'est ça. C'est comme ça qu'on nous considère. Mais le fait même qu'on fasse danser les gens sur Gangnam Style, ça devrait déjà être un exemple. Mais c'est vrai qu'en ça, parfois, je suis pas démocrate, ouais. Il y a une bêtise, c'est vrai. Mais attends, moi, je voudrais bien continuer sur... Oui, juge. Maxime a 10 minutes. 10 minutes. Ouais, parce que du coup, je commençais. Bon, finis ton analyse. Hugo dira qu'il est pas d'accord. Le truc le plus bas, si tu veux, finalement, le côté le plus insignifiant finalement de l'anti-américanisme, c'est ça a déjà fait beaucoup réagir. Mais là, on parle même pas des États-Unis qui financent les premiers mouvements fédéralistes européens, qui favorisent l'Union européenne, alors qu'on nous apprend à l'école que c'est un truc européen pour concurrencer les États-Unis. Non, ce sont eux qui l'ont financé, ils avaient intérêt à ça. C'est pas, on pourrait parler aussi des États-Unis et du dollar. Et là, d'ailleurs, j'avais noté un petit truc là, que vous faisiez un distinguo économie, domination économique, domination politique. À mon avis, c'est complètement lié parce que l'économique est au service du politique. Le dollar, par exemple, est l'instrument d'une domination politique. C'est par le dollar qu'on arrive à asservir des populations. Je pense par exemple aux pays plutôt du Moyen-Orient avec l'OPEP et le pétrodollar. Bon, voilà, on aurait pu développer en parlant de Kadhafi, de Saddam Hussein. Ceux qui n'ont pas voulu du pétrodollar, voilà ce qui leur arrive. Voilà aussi ce que c'est un empire et ce que c'est aussi une hégémonie. On aurait pu parler de ça aussi, par exemple. Donc, qu'est-ce qui vient d'autre aussi comme ça? C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur... Parce que nous, on l'a pas fait ça. Parce que nous, on n'a pas fait les impérialistes. Et est-ce que ça veut dire du coup que ça nie l'impérialisme américain? Est-ce que ça le... non, mais c'est pas de l'anti-américanisme, c'est de l'anti-capitalisme. Ça, c'est de l'anti-impérialisme. Oui, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que sinon, c'est de la branlette intellectuelle. On est contre l'anticapitalisme. Alors je suis anticapitaliste, mais je me défends d'être anti-américain, même si c'est eux qui représentent le capitalisme aujourd'hui. Ça s'appelle de la masturbation intellectuelle? Non, ça c'est juste dire les mots comme il faut. Parce qu'à ce ça, c'est des trucs universitaires de jamais nommer. Ça, c'est le truc de... C'est universitaire. Parce que dès que tu nommes, tu passes pour un complotiste, un facho. Non, c'est parce que juste nous, on n'a pas réussi à être impérialistes jusqu'au bout alors qu'on avait démarré. Et maintenant, ça veut dire que les Américains sont les seuls impérialistes. Non, nous aussi, on a fait les impérialistes, on a fait les colons, ça n'a pas marché, on s'est fait renvoyer chez nous. Terminé, on n'a pas eu les moyens de nos ambitions, et c'est tout. Et on a été aussi impérialiste que, à un moment donné, il faut dire les choses. Qui avait les deux plus grands empires à un moment donné? C'était les Anglais et nous. Enfin, je veux dire, c'est c'est quoi le... C'est pas interroger l'histoire, je suis d'accord. La conclusion, c'est quoi de ça? C'est pas interroger l'histoire, c'est regarder juste que, depuis 20 ans, c'est eux qui sont les plus impérialistes, et voilà. Mais, enfin, je veux dire, il faut un petit peu regarder, ça, c'est pas de l'anti-américanisme, justement. Ça retombe sur les Américains
parce que voilà, ils ont réussi peut-être ce que certains déjà n'ont pas réussi à faire, et parce qu'ils sont assez bons dans pas mal de choses. Alors après, ils font pas mal de choses qui sont pas bons, et qui sont pas bonnes, et je suis tout à fait d'accord, notamment sur les questions impérialistes. Mais il faut pas dire que l'impérialisme, c'est de l'américanisme. Bah, aujourd'hui, c'est ça. Eh ben, aujourd'hui c'est ça. Mais Même oui, si je sais pas, au oui, 16e siècle, oui, au mais 17e siècle, c'était oui, mais la France, réduire c'était le mot, oui, mais réduire le Et mot on n'est pas au à- 16e siècle. Oui, quoi. mais réduire le mot à l'américanisme, et t'imagines que tu vas dire à un Américain, moi je suis anti-américain, parce que c'est ça, il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Il va te dire, mais t'étais où là, il y a 50 ans, tes grands-pères ils faisaient quoi? Ils faisaient les colons aussi. Mais je vois pas le rapport. Eh ben, Je le vois rapport, pas il le est que rapport. c'est réduire quelque chose voilà, c'est mettre un concept et le réduire aux Américains, parce que c'est eux les plus gros en ce moment. Ah oui. C'est qu'en fait, cet anti-américanisme, c'est ça que je voulais dire, c'est de l'anti numéro 1 à un moment donné. Et c'est de l'anti Oui, numéro 1, oui, oui. et c'est de l'anti-capitalisme, justement, parce que voilà, le capitalisme, il s'est avéré que c'est l'idéologie qui a pris le plus d'impact dans le monde, et c'est eux qui ont réussi à le faire le mieux. Et voilà. Et c'est parce que c'est eux qui ont réussi à le faire le mieux que c'est sur eux que ça tombe. Moi, réduire le capitalisme aux États-Unis, voilà, ça me paraît juste oublier l'histoire. C'est juste ça, en fait. J'ai jamais dit que les États-Unis ont toujours été de tout temps la puissance oppressante dans le monde. Non, mais bon, je vis dans mon époque et donc j'identifie quelles sont les oppressions qui m'atteignent directement dans le monde dans lequel je vis. Et le fait est que je vois dans les empires coloniaux ou les empires tout court d'aujourd'hui, je vois les États-Unis. Et il y a un sujet ce soir, c'est l'anti-américanisme. Je dis en quoi oui je peux être anti-américaniste, c'est justement par rapport à leur hégémonie, et je détaille, si tu veux, les différents aspects de cette hégémonie. Je dis culturelle, économique, politique, et je pense qu'elle est néfaste pour la France. C'est ce que je dis. On va peut-être écouter la réaction d'Hugo, puis bon, on va essayer de... Bon, on aurait pu en parler encore des heures, mais on va essayer de conclure maintenant. Moi, je vais essayer. Bah, voilà. On a l'émission de Robin qui arrive et qui du coup parlera des films à notre place, c'est sûrement mieux que nous. Sûrement mieux que nous. Non, mais j'entends que être anti-américain, faire de l'anti-américanisme, c'est mal. Si critiquer les États-Unis, c'est faire de l'anti-américanisme, et si l'anti-américanisme c'est mal, alors sûrement que je suis mauvais, je suis le diable. Parce que je pense qu'on a le droit, de critiquer tout à fait les États-Unis dans leurs excès, on a le droit de critiquer la culture, quand il y a un penchant impérialiste, quand on s'épand un peu trop, quand la culture est si dominante qu'elle est quasi exclusive, je pense que là, on a le droit de critiquer. Quand on parle d'hyperpuissance, là, je pense qu'on a le droit de critiquer. Quand on parle d'État policier, certains, comme Noam Chomsky, parlent du coup d'État voyou, oui, là, on a le droit de critiquer. Quand on est dans l'excès, dans une sorte d'extrémisme, oui, je pense qu'on a le droit de critiquer les États-Unis. Mais critiquer les États-Unis pour critiquer les États-Unis, quand les États-Unis sortent et font quelque chose, on les critique, c'est tout à fait abusif. Mais il faut, je pense, rappeler le rôle des États-Unis, leur puissance, tous les symboles qui l'accompagnent, comme l'a montré en partie Maxime. Voilà, le dollar, c'est les États-Unis, il faut le rappeler. La démocratie, le libre-échange, le capitalisme, c'est les États-Unis, c'est ça. Est-ce que le dollar dans l'économie mondiale, est-ce que ça a été bénéfique ? Est-ce que la domination américaine dans le monde au niveau économique, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça a libéré des peuples? Est-ce que c'est... Et la démocratie, c'est le masque qu'utilisent justement les États-Unis, le masque humaniste, ce vernis qu'ils utilisent derrière la démocratie pour autant de marché. La démocratie, comme eux ils le disent, c'est les moyens du marché. C'est rien d'autre. Parce que la démocratie, comme ils ont été l'imposer en Irak, je suis pas sûr que c'est celle à laquelle tu penses. Celle qu'ils ont amenée en Libye, dont on s'est rendu complice. T'as encore l'hégémonie américaine sur la France. Est-ce que c'était les intérêts de la France d'aller en Libye? Non, mais... Bon, mais quand ils vont en Irak, c'est pour installer la démocratie. C'est bien eux qui parlent de démocratie, c'est Bush. C'est l'axe du bien contre l'axe du mal. Je reconnais que j'ai mal géré le temps, qu'on aurait pu faire plus longuement là-dessus. Mais on va devoir rendre l'antenne parce que l'émission de Robin arrive.
En tout cas, nous invitons à écouter ce magnifique podcast avec un grand débat, avec les imitations de Baptiste. Hein. T'étais où toi, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, Maxime qui était bien chaud ce soir, Hugo qui était des fois du côté de Maxime, pas toujours, mais en tout cas qui s'est prétendu comme Lucifer. Donc on tient à le préciser. Non quand mais même. voilà, c'est comme dans la critique des États-Unis, voilà. On va pas Il est reparti, ça y est. Non mais Robin, tu ne feras pas ton émission. C'est comme voilà, Maxime. Bah oui, bien sûr que des fois je suis du côté de Maxime. Bien sûr, voilà. je résume cette émission riche en rebondissements. En tout cas, faut pas. C'est ce qu'on fait dans cette émission. On va pas mettre d'étiquette sur les gens. Bien sûr, bien, mais je rigole. Voilà. Donc on renvoie au Facebook de l'émission, au Twitter de l'émission, qui n'a pas été très actif je crois, mais qui va le redevenir puisque Hugo est là. Doucement. On vous souhaite une excellente soirée avec cet hymne américain qui est derrière. Et comme aurait dit Hugo, au revoir et bisous.